Salut, Jalal. Salut, Jalil. Le rituel. Voici là. Salut l'ami. Salut, Yves. Alors je fais la config. Spanish del. Hola. Salut, Asdil. Alors, le temps que ça se partage un peu. Mais 9 personnes. À raison de 1000 likes par personne, ça fait déjà 9000 normalement, mais bon. Si, ça c'est des 6000. Mais bon, les gens sont pingres. Sont pingres. Je comprends pas, j'ai fait le truc, il m'a dit, et ça apparaissait, et maintenant je recommence. Normalement, tu as la bande de la galerie qui apparaît normalement. Je ne sais pas comment ça sort chez toi. Mais quand tu mets effet, tu mets écran vert, il y a la bande de la galerie photo qui sort. Je t'en pose des questions, Spanish. C'est métier, l'aviation, ce que tu veux. Mécanique. Et Chani cuisine avec une main. Ça va, voilà. J'ai le truc, c'est pas le problème, je suis arrivé sur ma galerie et tout, je fais enregistrer, et puis ça l'enregistre pas, voilà. Ok, alors, mon rêve est de devenir pilote. Ben, nous, ça a été notre rêve et on l'a réalisé. Alhamdoulilah. Ça tient qu'à toi, Khalidou. Ça ne tient qu'à toi. Attends, il y a Farid Spanish. Spanish. Hola, Voilà, ¿cómo estás? il y a des tours. Ça va. Très bien. Muy bien, muy bien. Je viens de rentrer, j'ai été volé 2 heures. Combien de bidons d'huile, combien de bidons d'essence? Moi, je suis parti avec les full réservoir et après, bah, l'huile, c'est pas moi, hein, ce sera le prochain maintenant. C'est le Ah prochain oui. qui le remettra. C'est le prochain qui remettra. Mais non, c'était bien. Écoute, j'ai fait un on top là, comme tu as vu, avec exercice de spirale en descente dès qu'il y avait un petit trou. PTU, PTE, encadrement, atterrissage en lice, panne moteur après décollage. Voilà, la routine. Tu as fait Eh ça, ben oui, mais la routine, c'est là où tu apprends le métier, hein. Parce Ah bah qu'après, oui, sur les grosses machines, on n'apprend pas à piloter, hein. On apprend à gérer la machine, c'est tout, hein. c'est ça. Bah moi, c'est ce que je fais en général quand je vais voler. Je me fais des petits exercices, exercices de panne, exercices de déroutement, T'as fait en solo, là, exercices. aujourd'hui? C'était Ouais, en ouais, en solo? solo, ouais. Ouais, en solo. Mm. Mais même quand je suis en solo, je le fais quand même. sur quel aéroport? À Logne.
Je suis parti à Logne, je voulais monter jusqu'à Auxerre là, comme je t'avais dit JB ce matin, mais c'était bâché. Le plafond il était trop bas, donc je suis resté dans le secteur aux alentours Melun, Ferté-Gaucher, Nangy, Fontenay-Tressigny. Là, il n'y a pas trop de restrictions d'altitude dans le coin parce que je garde un souvenir impérissable de traverser la TMA de Paris en VFR, c'était quelque chose, hein. Ouais, TMA de Paris, elle est un peu galère. Mais quand tu arrives dans des petits patelins en campagne, tu vois, quand tu arrives en campagne, tu peux monter à 5000, tu peux monter à 5000 facile, hein. Donc ça suffit, D'accord, hein, ouais. après, hein. Parce Des que je fois, me tu sais, souviens. des fois, vaut mieux rester à 1400 que monter à 5000, hein. Ouais. Je me souviens que quand il fallait convoyer les avions, on allait au Bourget pour certaines révisions des avions. Ah purée, c'était quelque chose. On arrivait du nord, là, de Lille, tout ça. Et la région parisienne, c'était galère de chez galère, hein. En IFR, ça allait, mais en VFR, c'était la galère. Ouais, t'as la TMA, en plus, par là, t'as la TMA de Beauvais, et après, tu Et repasses à par Roissy, Paris, ouais. Roissy, et après, tu passes par la TMA de Melun, cette aire de Melun. De toute façon, je vais te dire, hein, quand on vole sur les avions de ligne, on est plus tranquille que de voler sur les petits. On a toutes les priorités pour nous. Tu as les pogos aussi. Tu as les pogos. Tu utilises des pogos ou pas, ce matin? Ça a coupé. Ah ouais, je disais, ouais, c'est sûr que ça m'étonne pas, hein. Moi, des fois, franchement, de faire la radio, alors c'est bien parce que ça entraîne, mais tu fais que ça, hein. Vous utilisez encore les pogos ou pas? Les pogos, c'est quoi que t'appelles les pogos? Les pogos entre aéroports. C'est des espèces de cheminement entre aéroports. Non, t'as pas de cheminement, c'est à toi de faire ton cheminement sur ta carte. Ça y est, on fait ça. Ouais. Par contre, bah forcément, à chaque fois que tu traverses une zone avec un aérodrome à proximité, il faut t'annoncer. Mais vu que t'es dans un secteur où il y a beaucoup d'aérodromes, bah tu fais que ça. Donc tu pars de Logne, attention Coulommiers, j'arrive, attention Fontenay, j'arrive, attention. Et en 10 minutes, t'as changé 6 fois de radio. Ah ouais, c'est ça. Donc ça te demande beaucoup de travail en vol et mine de rien et une bonne préparation parce qu'après tu bugs. Salut Farid. Salut Farid. Salut tout le monde, salut messieurs, salut Captain Gala, salut Nordine, salut Spanish, salut le chat. Salut tout seul. Salut. Tout seul. Je suis en train de finir une vidéo sur l'ADF. Je suis bien amusé. Ah, très bien, très bien. L'ADF, c'est un gros Ça faisait morceau. longtemps. Non, mais bon, l'ADF, je fais pas tout, hein, je fais juste. Mais c'est surtout par comparaison avec le VOR, quoi. C'est juste pour. J'ai pas tout fait, tous les trucs possibles avec l'ADF, hein. On nous a pété avec Cap plus gisement. Non. Je me souviens quand on volait sur des avions où il n'y avait pas de répétiteur de cap, hein, que tu avais que le gisement, il fallait regarder le compas magnétique, machin, c'était. Hein. Ouais, mais bon, ça poussait les gens à avoir un circuit visuel important. Et ça sert après quand les gens font du high-tech, ils font du management et ils font du visuel, et donc ils surveillent les PFD, les ND, les ICAS, les trucs et tout. Donc voilà, ça sert à quelque chose en fait. Mais tu te souviens quand on faisait Moscou? Moscou, le dernier, pour vous dire un ordre de grandeur là pour Michel et pour Farid et donc Spanish. Imaginez-vous, voyez, bon, essayez de repérer un peu le truc. Le dernier VOR que l'on voyait, c'était Varsovie, au nord-est de Varsovie. Et puis après, de ce point-là jusqu'à Moscou, tout était avec des NDB. Et alors, il faut savoir qu'en Russie à l'époque, enfin, c'était l'URSS à l'époque, alors, les NDB qui desservaient, c'était les NDB de route, c'était les NDB qui desservaient les aéroports. Et que, alors, pour compliquer, imaginons un aéroport où il y avait un NDB, alors, sur la piste, on va dire 0,5.
Alors, quand c'était la 05 en service, le NDB, c'était telle fréquence et il donnait tel indicatif. Et quand c'était la 23 en service, c'était la même fréquence, mais avec un autre indicatif. D'accord? Et donc, et en plus de ça, quand on faisait ça, avec des ADF, on avait des récepteurs ADF sur certains avions, qui étaient linéaires. C'est-à-dire, c'était pas, on voyait pas le chiffre de la fréquence. C'était l'échelle, comme dans les vieux postes de radio, où on avait une aiguille qui se déplaçait devant une réglette. Alors, pour afficher 347 ou un truc comme ça, et le tout, alors il fallait après bien identifier, il fallait bien regarder sur la carte, est-ce qu'aujourd'hui c'était telle identification ou telle autre. Putain, il y avait de quoi faire. Hein. Et puis le contrôleur qui nous disait, Air Algérie, 3000, you are 5 kilometers left of satellite, correct your heading. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Salut à tous. C'est- Vous allez bien? Salut Walid. Salut Walid. Salut Farid, salut Ibrahim. Et c'était, Captain Galin, c'était propre à l'URSS à l'époque ou bien? Micro. Là reçu un appel. C'était Micro. propre à l'URSS. Propre à l'URSS. Alors, avec ça, pour compliquer la chose, altitude en mètres, nous, on n'avait que des altimètres en pied. On avait donc, Radio. on avait tous une petite table qui nous permettait de faire correspondre les pieds et les mètres. C'était pas triste. C'était vraiment pas triste. Avec ça, les météos, on les obtenait en morse. Alors, on avait un officier radio qui, depuis le départ et tout le long du vol, avec la HF et le manipulateur morse, il nous obtenait les météos au fur et à mesure. C'était folklorique, voilà. C'était folklorique. Ça, le tout en hiver, c'était quand on faisait à Moscou, on était bien fatigué en arrivant. Et ensuite, on finissait ça au Cosmos Alpha, Cosmos Bravo. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Cosmos Alpha, c'est les hôtels. C'est les hôtels à Moscou. T'as pas connu l'Ukrainien, toi, Non. l'hôtel Ukrainien. J'étais- Alors à Moscou, il y a je ne sais pas combien de bâtiments comme ça. C'est des bâtiments, ils sont tous sur le même style, avec des espèces de tours, mais très vieillottes. C'est un style très particulier. Et au départ, moi, quand j'ai commencé à faire des Moscou, on allait à l'Ukrainien. Alors l'Ukrainien, il y avait même des dames qui pilotaient les ascenseurs. On ne prenait pas l'ascenseur tout seul. Il y avait quelqu'un qui nous faisait marcher l'ascenseur pour nous. Alors, c'était folklorique. On rentrait, il fallait déposer le passeport, il fallait. Enfin, c'était quelque chose. Hein. Et Et les arrivées à Moscou, tu te souviens, quand on descendait de l'avion, on donnait nos passeports et on attendait. On attendait des fois 45 minutes, 1 heure, pour qu'ils nous renvoient pour qu'ils nous redonnent les passeports pour qu'on puisse sortir. Ouais. et c'était quand même les premiers qui posaient la question sur la fiche de renseignement. Est-ce que vous avez de la drogue? Est-ce que vous avez des armes? Ouais, Est-ce que vous avez un souci? ouais. Est-ce que... Voilà. Ouais. Donc il faut préciser tout de même que NDB, ça veut dire donc balise non directionnelle, c'est ça? Micro. Le NDB, ça veut dire Non-Directional Beacon. C'est-à-dire que le NDB, une station de radio en MF, hein, pas en modulation de fréquence, hein, en modulation d'amplitude, on peut la recevoir avec un ADF et se caler dessus. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on faisait lorsqu'on faisait l'Afrique, quand on n'avait pas de moyen radio autre. Ben, on avait les fréquences de radiodiffusion de Bamako, de Nouakchott, de Ouagadougou et tout, et on mettait ça sur un ADF, et on avait au minimum une orientation vers les émetteurs de cette radiodiffusion. C'était pas réglementaire de faire, mais au moins ça nous permettait d'avoir une certaine idée quant à la direction vers la ville vers laquelle on se dirigeait. C'était Nordine, je ne sais pas si tu te rappelles, les anciens, vous devez vous en rappeler, c'était à la limite une CB.
La Vous vous rappelez de la CB. civile? Mais c'est. La CB, si tu veux, on l'utilisait pas, nous, dans le truc. On utilisait beaucoup plus les antennes RTA, de la RTA, l'ancienne RTA. Et d'ailleurs, nous, ça nous a sauvés. Dakar et moi, JB, quand on avait fait la directe Gardaïa-Tam, et on a été déporté par des vents ouest, dominant, est plutôt, est, et on s'est retrouvé à 144 nautiques. Bon, maintenant j'en parle parce que je suis au courant. Au sud de Tam, à l'ouest et au sud de Tam, sur les presque plateaux du Niger, presque. Et c'était grâce à la radio RTA, quand on a décidé du coup, parce qu'on était short fuel, hein, il y avait 2 tonnes 600 dans les bidons, aucune position, aucune. Je te parle de 185, hein, 85. Et on met le cap nord, cap magnétique nord, vers le truc et on prend la radio RTA et on remonte. Et on est tombé sur un Salah par hasard. En finale, les pompes étaient allumées. Alors il me dit, le carton de remise des gaz. Je lui ai mis 2,07 pour le PR. Je lui ai dit, si tu remets les gaz, toi, ouais, avec ça, je te tiens chapeau. Et on s'était posé juste. Hein. Ah, c'est quelque Non, chose. ceux qui n'ont pas vécu ça, ne peuvent pas savoir ce que c'est que faire de la navigation hasardeuse, comme on a fait, nous. Hein. Franchement, on a fait de ces trucs. Moi, je me souviens de m'être posé, j'étais copie à l'époque avec Tayeb Ben Gardan, Allah yarhamou. On s'est posé à Bissau avec le camion de pompiers à l'entrée de piste pour nous baliser la piste, parce qu'il y avait que la moitié de la piste qui était éclairée. Poser un Boeing dans ces conditions-là, c'était quand même assez folklorique. Ah, oui. Voire dangereux. Ben oui, c'était. Mais enfin, on savait quand même ce qu'on faisait. Nordine, Pardon, j'ai un coup de téléphone. gisement, C'est à l'heure de la peur. quand tu dis gisement plus cap, tu parles du QDM. Ça donne un QDM, le jugement plus cap, ça donne un QDM, oui. Okay. Bah nous on l'utilise encore ça. Bah, c'est normal parce que tu as des trucs analogiques, c'est tout à fait normal. Tu as cap plus gisement et tu vas vers. C'est ça. GT, RVT, QDM, QDR, QDM. Gani, bonjour. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Walid? Rien de spécial, t'as pas fait de solo ces derniers temps? Eh ben, on a une météo dégueulasse. J'ai eu 4 vols annulés. J'ai pu voler qu'hier, mais c'était en duo avec mon instructeur. Et c'était le premier vol où j'ai utilisé le hood. Bah, c'est une casquette qu'on met vers les yeux. On vole aux instruments. Moi, je pensais que du moment qu'ils vous lâchaient comme ça en solo, il y avait plus de duo, tu vois. Non, les deux, on alterne entre les duels et les solos. En fait, on a des heures à faire en tant que pic. Mais tous les exercices, on doit les faire avant avec un instructeur avant d'aller les faire seul. T'as vu avec la casquette, ça fait bizarre la première fois. Hein. Ça fait mal au crâne. J'ai fait ça pendant 1h30, c'était quelque chose. Hein. Aux instruments et pas voir l'extérieur quand t'as l'habitude d'être à l'extérieur. Moi, la première fois, j'ai pas aimé. Hein. Je te dis la vérité. Ah, non, c'est désagréable comme sensation. Ouais, j'ai pas aimé du tout. Ben c'est là tout l'art du pilotage aux instruments. C'est d'arriver à s'imaginer, à synthétiser dans notre tête la position de l'avion et la trajectoire de l'avion en 3 dimensions. C'est tout. C'est ça, c'est à tout l'art. Et c'est ce qui fait que tout le monde ne peut pas faire pilote. Voilà. Et ça pousse l'oreille interne à s'adapter. Et là, tu vois le cerveau humain et l'oreille interne, comment ça fonctionne. Bien orienté dans le temps et dans l'espace. Ben oui, tu as déjà fait, Spanish, ce qu'on appelle les positions inusuelles. Ouais, inusuel. Ouais. On te dit de fermer les yeux, on te met l'avion dans une position bizarre, on te dit ouvre les yeux, rattrape. C'est ça. Là, en une fraction de seconde, l'oreille interne se recale et reprend le truc pour faire ce qu'on appelle l'horizon plus Mais moi, la spécialité de mon instructeur, c'était de monter. Il me demandait de fermer les yeux et il coupait pas les moteurs, mais
il réduit au maximum et il dit ouvre les yeux, t'es en panne. Donc du coup, tu dois reprendre le manche et bah du coup après faire ton encadrement, faire ta PTU ou ta PTE, arriver vertical terrain, chercher un chercher un terrain dégagé, une assiette à piquer à 140, un angle de 30 à 90 degrés et te reposer. T'as vu, je connais bien ma leçon. Oui, oui. Mais le coup de ce que disait Nourdine maintenant, les positions inusuelles, là où c'est bien, c'est quand tu fais ça avec un avion de voltige. Exact. C'est-à-dire que là, le mec, il peut te mettre jusque sur le dos, en virage engagé ou peu importe, parce que sur un avion qui supporte pas la voltige, c'est un peu moins rigolo. Mais un avion qui supporte la voltige, tu peux vraiment avoir n'importe quelle position. Ah ouais, Et non, là, c'est costaud. Là. Le Cessna, il supporte beaucoup de positions. D'ailleurs, nous, on le fait avec le stall et le spin. Hein, alors que je sais que dans beaucoup de pays, c'est pas autorisé. Le 52, le 152, le 172. Non, 150. 150. Ouais. oui, non, mais tu le mets pas à l'envers. C'est juste tu fais des décrochages. Oui, mais le spin, il est pas autorisé dans tous les appareils. Il y en a qui sont Tu pas. fais combien de tours de spin? On n'a pas le droit de récupérer avant 2 tours minimum. Maximum combien? Il n'y a pas de maximum. Il n'y a pas de maximum. Non, tu peux passer en vrille verticale, là, camarade. Là. Bah oui. Se méfier quand même. En fait, le Cessna, quand tu le laisses en spin, il récupère tout seul. Ouais. Mais il faut. Nous, il nous demande d'y aller au-delà de 5000 pieds. Et en fait, si tu fais rien pendant le spin, le Cessna, il va finir par récupérer tout seul. Oui. Samy. Et en attendant, tu peux tomber dans les pommes. Salut Samy. Voilà, bien, Nordin. Ouais. Fais attention ça, au plafond, Samy, fais attention au plafond. Ça va l'équipe? Oui, tranquille. Bon, j'ai une très bonne nouvelle pour les gars de Boeing et une mauvaise nouvelle pour les gars d'Airbus. Donc, Nordin, tu peux commencer à pleurer parce que ce que je vais te dire ne va pas te... Ah, il va te déplaire. Ouais, mais moi, je suis plus concerné. Je suis plus concerné, tu peux dire ce que tu veux. Mais tu es un amoureux d'Airbus. Tu m'as Alors, amoureux il de fut toi. un temps que tu étais un amoureux de Boeing, maintenant tu es un amoureux d'Airbus. Donc, mon ami, je vais te dire, Wallah, je suis sérieux. Ouais, Alors, à Paris, ouais. même condition météo, je dis bien même condition météo, c'est-à-dire piste enneigée, ok, piste enneigée, catégorie 3, c'est previous, je veux dire catégorie 3 Bravo approche, ok, le 77 peut se poser, le 350 ne peut pas se poser. Les mêmes conditions météo. Pourquoi? Parce que le RVR, il était de 125, not reported. Le 777, on peut se poser si la piste est contaminée. RVR 125, on peut se poser parce que après toucher, l'avion n'est pas recommandé pour faire n'est pas certifié pour faire un auto rollout, c'est-à-dire un manual rollout. Donc on doit déconnecter l'autopilote parce que la piste est enneigée. On doit déconnecter l'autopilote et faire le rollout en manuel. Par contre, l'Airbus 350 ou la 390 ou la Malabèche ou chno ne peut pas se poser parce que l'Airbus 350, on leur demande un RVR de 125, même le mid, il est exigé par la réglementation, là, par le constructeur. Donc, eux ne peuvent pas se poser. Même condition météo. Le 350 va dérouter et le 777 va se poser. Ça se passe combien de temps? Ça se passe une fois tous les Saint-Glinglin. Mais allez, oui, je suis d'accord avec toi. Ça se passe une fois, oui, ça arrive qu'une fois dans ta carrière où tu auras des conditions météo pareilles. Je suis d'accord. Mais Oui, quand mais- tu as des oui, mais conditions toi, pareilles, il y a le 777, on se pose, on est d'accord, et le 350 مسكين remise des gaz. Aïe, ma. Je suis sceptique. تولويل قاعد Je suis نزغرك. sceptique. Je suis Sam, sceptique. Sam, Sam.
Mais t'aurais dû dire ça en présence de Mourad. Il aurait été plus virulent. Nordine, il est plus concerné. Bien sûr. Non, Morad, مراد يطيح يتغاشى لو كان نقولوا هكذا يغيظني مراد. Morad, il est porté disparu, Morad. Il a été kidnappé sur l'île de Banana à Doha. Il y est tout le temps, Mourad? T'es où, Samy? Je suis à Doha et voilà, donc je suis très content aujourd'hui, impeccable. فرحان فرحان vive Boeing, là, vive Boeing. Moi, avec moi, tu presque نوردين كاش نهار convaincu. Hein. تتصور معنا Moi, انا ومراد voilà. tu prendras des Écoute, photos avec nous là écoute, on écoute. va réfléchir mais bon. Mais écoute, tu le vois ou pas, chaque kind of aircraft a de sa particularité. C'est vrai que Airbus a innové dans ce sens pour les 4-1, 4-2, 4-3, ça 4-3 surtout, 4-3 Alpha Bravo, mais comme dirait London, Airbus, Royas, Mahdi, mais c'est top. Je dis top parce que j'ai fini avec Airbus. Si j'avais terminé sur le 777 ou le 67, là j'aurais dit 67. C'est clair. C'est comme ça. Non, Ah, moi, Nordine, j'ai connu, on veut. moi, j'ai connu les trois, Oui, non, les trois handles qu'il y a derrière moi là sur la vidéo. Ça, oui, ça c'est quelque chose. Chapeau bas. Voilà, c'est tout. Nordine, Morad, c'est le 27 qui est derrière toi, c'est on le veut une 27. appréciation. Ouais, c'est les coupes-feux du 27, ouais. Ah oui, le 27, moi, je ne l'ai pas connu. J'ai volé en tant que passager sur le 27. Mais d'après les gars qui ont volé sur le 27, c'est peut-être une des plus belles machines qu'a fait Boeing. Franchement, après le 777, hein. C'est-à-dire Aussi, oui. l'époque du Ouais, ouais. 27, c'était le top du top. Maintenant, le 777, c'est bien. Mais bon, Moi, le 27, j'en ai fait 21 ans. D'accord? Entre copie et commandant. C'est la machine sur laquelle j'ai eu tous les problèmes, pas de moteur, tout ça. Mais il est tellement fiable, cet avion, il est tellement bien à piloter, tellement stable, que c'est piece of cake. Voilà, une piece of cake. Farid, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, Nordine. Oui, on veut une appréciation objective. C'est Bah, pas une objectif, appréciation je vais te dire. objective. Je vais te dire. Non, parce Je que vais te tu as dire. fini, voilà, parce que tu as fini sur Airbus, mais tu as piloté aussi Boeing. Oui, j'ai fait du 67. J'ai fait du 37 et du 67. Bon, 67, il était archaïque par rapport au 777, mais il était bien doté. Et on faisait de la 4-3 aussi. On faisait de la 4-3 même partout, parce qu'on avait 3 autopilotes, on était certifiés, truc et tout et tout. Mais, encore une fois, cette histoire, c'est parce que l'Airbus a cette histoire de rollout automatique qui ne peut pas faire le truc sur piste contaminée. Je suis d'accord. Mais là, je vais te dire un truc, je préfère dérouter que de faire un rollout manuel sur une piste contaminée. Parce que, bonjour, ça glisse au pays des merguez. Hein. Même avec Boeing. Ben, je te parle de Boeing, justement. Non, Parce qu'il y a un bon, rollout ça sera, manuel. ça sera toujours la même chose. Il y a les pilotes de Boeing, les pilotes d'Airbus. Mais enfin bon, c'est plus, en plus on rigole de ça, hein, parce que, encore comme disait Nourdine avec raison, le meilleur avion, c'est l'avion qu'on a piloté en dernier, quoi, hein, c'est clair, voilà. Ouais. Alors, le chat. Farid, t'as pas une question de derrière les fagots, là? C'est pas une petite... Il y a quelqu'un qui me dit, dis-leur qu'on ne compare pas la F1 avec le karting. Ouais, écoute, JB, tu sais pertinemment que moi, je t'ai déjà dit, moi, mon faire valoir, c'est toi, hein, c'est quand il y a une vidéo, quand il y a un truc comme ça, bon. Et puis en général, les questions, je les pose au fur et à mesure quand bon, ça m'inspire. Mais là, bon, apparemment, j'ai pas tout. Mais c'est surtout les vidéos. Moi, je me base sur les il vidéos. faut que je publie pour que tu aies des questions. Ah ouais, absolument. Sur le sujet de la dernière vidéo, ouais, absolument. Bah, mais pas que ça, hein, bah, il y a des fois des questions qui me viennent. Hein. Il y avait Mahdi qui avait posé une question plus haut et on l'avait zappé. Il parlait de vitesse. Il parlait de il y avait même
Il y avait Attends, même quelqu'un d'autre qui avait posé la question, Bill 81. Il dit, il n'y a pas des points connus comme Cagliari pour se repérer. attends, il y a Mahdi qui dit quelle référence de vitesse au sol est utilisée pour le contrôle antidérapant. T'entends l'anti-skid? Alors, je vois ce qu'il veut dire. Je vois ce qu'il veut dire. Alors, en fait, l'anti-skid d'un avion, il permet plusieurs choses. Premièrement, il contrôle que à aucun moment durant le freinage, aucune des roues de l'avion ne bloque, d'accord? Donc, il contrôle à chaque fois la vitesse de chacune des roues et va éventuellement relâcher le frein sur les roues qui risquent de bloquer. Très bien. Ça, c'est la première fonction de l'anti-skid. Et il permet également aussi un freinage symétrique, etc. Très bien. Sauf que, et il empêche le blocage des roues. Donc, ça veut donc dire que il y a un moment où, pour qu'on arrive au parking et qu'on puisse arrêter l'avion, il faut bien qu'à un moment, l'anti-skid autorise le blocage des roues, puisque sinon on ne pourrait pas arrêter l'avion quand on arrive au parking. Alors, il y a effectivement une vitesse sol, une vitesse des roues, qui se situe, si ma mémoire est bonne, tout au moins sur 37 et 27, c'était à 30 nœuds. À 30 nœuds, l'anti-skid passe sur mode parking, c'est-à-dire que en fait, l'anti-skid se désactive pour permettre l'arrêt des roues quand on va arriver au parking. Et il n'y a aucune indication en tant que telle spécifique qui nous dise que l'anti-skid est passé sur mode parking. Moi, je parle du 37-200, du 727, etc. Les anciens avions. Maintenant, sur les nouveaux, je ne sais pas comment ça se passe. Il n'y a aucune indication spécifique qui nous dise que l'anti-skid est passé sur mode parking. Il y a une seule indication. Morad, Oui, alors. sur 77, c'est pareil. Eh bien, il y a une indication. Il y a une indication, c'est quand on a le voyant Speed Brake Do Not Arm qui s'allume. Après atterrissage, on a les speed brakes qui sortent automatiquement. On a armé les speed brakes, on avait speed brake armed, green light, ok. Les speed brakes sortent, après atterrissage, pas de problème. L'avion ralentit, et quand on le laisse ralentir suffisamment, à un moment, on a le voyant vert, speed brake armed, qui s'éteint, et le speed brake do not arm qui s'allume. Eh bien, quand le speed brake do not arm s'allume, c'est à ce moment-là que l'anti-skid passe sur le mode parking. Did you know that? Morad, Oui. le speed break, Morad, do not armed speed break, ça ne veut pas dire que le speed break ne fonctionne pas. Non. Il ne fonctionne pas en mode automatique. Oui, j'ai compris ce que. Non, c'est juste pour expliquer aux gars. Ah, Donc, oui, do oui. not armed speed break. Absolument. Mais on peut, après l'atterrissage, le pilot monitoring doit dire speed break et manual speed break. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que sur le 77, vous avez la même chose? Oui, absolument. Voilà. Eh ben, ça veut dire que ton anti-skid est passé en mode parking. Voilà, tout simplement. Exactement, tout à fait. Et si tu n'as pas ça, ben, tu sais pas si tu. Et moi, je me souviens, aux États-Unis, on nous demandait, en rentrant au parking, on nous demandait carrément de couper les anti-skids pour être sûr que les anti-skids n'allaient pas empêcher le blocage des roues. Voilà. Le jour où je ne serai pas d'accord avec toi, je ne remonterai plus dans ce live. Ça sera la fin de ce live. Ah oui, absolument. Je vais prendre le thé maintenant, les amis. Ah oui, je vais même vendre mon téléphone si un jour je ne serai pas d'accord avec toi. Ok, allez, à tout à l'heure. La vitesse d'un roue est donnée par le tachymètre situé au niveau de la roue et liée directement. Quelqu'un qui te pose une question aussi, je sais pas, apparemment il aurait connaissance d'un incident à Oran avec un sanglier. Yeah. Je te demande si tu peux raconter. Ouais. Je pense qu'il y a eu un truc comme ça, mais j'ai pas trop de données sur ça. J'en ai entendu parler, effectivement. Mais ça fait longtemps, ça. Ah, donc ça te concerne pas toi personnellement, non? Non, pas du tout. Farid, tu sais que des fois, quand on demande la météo sur certains aéroports,
on nous dit caution wild animal ou la caution animaux sauvages. Donc, des fois, on a des animaux qui passent, qui rentrent à Gdaya. Donc, s'ils en repèrent un, ils le mettent sur la météo. Donc, ça fait partie Mathis, oui. des choses à prendre en considération. Ah oui, ça c'est intéressant, ça. Ils le mettent sur la météo, hein. C'est pas une alarme Mathis, du ratis. spéciale, hein. Du Ouais, ratis. sur la tige, hein. Oui, sur la tisse, oui. Bah, ça, c'est pour prévenir un petit peu les gars en cas où, bon, des fois, parce que tu sais, quand un chacal traverse, il y a toute une horde qui vient derrière, toute la famille, hein. Donc, c'est pas parce que tu avais un Ouais. chacal traverser la piste, on en a vu avant, hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention parce qu'il y a toute la suite qui va arriver. Et Les les gars, birds, ils et les envoient birds, c'est sur la tige? oui, oui, traversa, bah, c'est assez connu, hein. Il y a Safra, il y a le truc. Non, je parle de birds, les oiseaux. Et il y C'est a sur la aussi, piste, c'est sur la tige aussi? Farid, oui, oui, les birds, c'est sur Atis, bien sûr. Mais tu sais qu'il y a des aéroports où il y a plein de lapins, des lièvres, tanit, qui sont plein. L'aéroport est plein de lièvres, etc. C'est beau, c'est gentil quand on les voit, quand on est en train de rouler, etc. Mais ça c'est un risque aussi pour nous. Parce qu'un 77, lequel il y a un lièvre qui est pas trop loin, il peut l'aspirer, bye bye le moteur. exact. Donc voilà. Oh. Weshno, huma, ils ont l'avantage des lièvres et des lapins, ils sont tellement rapides. Donc dès qu'ils voient un avion ou là, ils peuvent facilement changer de direction, etc. Mais d'autres animaux, je sais pas. Ben, dites-moi si les pilotes peuvent identifier un impact de queue depuis le cockpit. Non, je ne sais pas sur le Trip 7 si vous avez une caméra à l'arrière, en dessous de l'avion, je ne sais pas. Oui, Trip 7, bien sûr, on a 3 caméras Mais bon, et, ah, et pas non, voilà. parce que Wahidi pose la question sur le tail strike. Bon, le pilote, comment il va s'en rendre compte? D'abord, où il va sentir l'impact, ou c'est la tour qui va lui dire, ils ont vu une espèce d'étincelle. Si l'impact n'était pas tellement important, eh bien, il le saura quand il décollera, parce qu'il aura un problème de pressurisation en général. Et donc voilà, c'est fait dans ce sens. Mais sinon, Alors si, il n'a pas de rétroviseur pour voir ça. alors si la question de Mehdi était axée sur le tail strike, j'axerais plus la question sur le plan fixe horizontal et en vol. Là, derrière, tu veux dire les gouvernes de profondeur? Et les gouvernes de profondeur, hein. Il n'a aucun Un moyen impact. de quoi que ce soit. Le triple 7, mais il est parti Sam. Je voulais savoir si sur le triple 7 ils avaient le visuel. Ils ont une caméra sur l'empennage, je pense. Attends, il est descendu par inadvertance, je pense, sur la connexion. On va lui demander de remonter. Et comment tu expliques ça, toi, Nordine, que sur Boeing, ils arrivent quand même à percevoir le fuselage, le plan fixe horizontal, les ailes, à travers des caméras, alors que Airbus, apparemment, j'avais déjà posé la question. Si, ça Ça existe ne sur se fait Airbus. pas. Non, non, ça existe sur Airbus aussi. C'est inhibited. Et sur 330, on les a, sur Juliette Alpha, Juliette Bravo, Juliette Charlie. Mais ils sont inhibités. Le landscape, ce qu'on appelle le landscape et tout, ils sont inhibités. Parce que c'est comme ça, ils ont inhibité le système, mais la commande existe, la caméra existe, hein. Sur 330, je sais pas. Ah, d'accord. Maintenant, sur 350 officiel, c'est sûr. Mais sur le 330, les derniers 330, oui, ça existe. Et il y a beaucoup de systèmes comme ça, inhibited, désactivés. Oui, parce que des fois, ça sert à rien. En plus, le landscape, tu sais pourquoi ils l'ont désactivé? Parce que les gens, déjà avec la phobie qu'ils ont des fois, et quand ils voient l'avion se poser comme ça, ils commencent déjà à paniquer. Donc, un truc qui devait être fait pour être agréable aux yeux, donnait beaucoup plus de panique aux gens qu'autre chose. Bon, ça dépend de la population qui prend ces avions-là aussi, hein. Ils vont arriver aussi à des avions en verre, hein, transparents, que tu vas rester dans une bulle d'air, comme ça, et voler, hein. Là Comme aussi, les, ça va. comme les,
comme les bridges étaient opaques et ça devient de plus en plus, ils te font ça transparent. Ouais. Oui, ben, comme les bateaux, hein, donc les bateaux bougent, le truc. Qui marque, hein, les sous-marins, qui font des trucs ça, ils vont arriver à ça. Mais est-ce que les gens vont adhérer à ça? Je suis sceptique. French Front 93 te dit, j'ai vu un pilote laver son pare-brise comme font les Roumains sur Paris. Non, ça n'a rien à voir. Des fois, les pilotes, sur des windshields, il y a comme ça parce qu'il y a eu de la pluie, truc et tout. Bon, maintenant, même si tu mets des essuie-glaces, il faut qu'il y ait de l'eau. Donc, des fois, ils mettent, avec une petite bouteille d'eau, ensuite, ils mettent les essuie-glaces et ils essuient avec du papier à main. Du journal, du journal. Non, pas le journal. En général, pas le journal, c'est le papier avec un mouchoir qui sur le papier, t'as des essuie-mains. Rapide, hein, mais bon, c'est pas systématique. Mais bon, des fois, les gens n'appellent pas il y a un service, hein, mais des fois, ça dépend quel aéroport tu vas l'appeler. Ils vont mettre 20 ans pour arriver, pour venir te laver les pare-brises. Et il faut savoir que c'est pas un service gratuit, donc voilà. Salut, la DGSN. Nous, on l'a sur enfin, la checklist, sur la partie walk-around, on est obligé de nettoyer le windshield. Bon, ça, c'est un peu normal, que ce soit les aéroclubs, les écoles et tout, c'est un peu normal. Parce que le pilote, quand il est en formation, c'est là comme celui qui est en train d'apprendre à faire de l'équitation. Celui qui fait de l'équitation doit s'occuper absolument de son cheval. Et il le polit, le truc, maintenant, il le bichonne et tout. C'est pareil, en aéroclub ou là, en école, on nous apprenait justement à essuyer la verrière, s'occuper de cet avion, le bichonner. Plus le gars il passe par des endroits qu'il n'a jamais vus de sa vie, plus il va apprendre à quoi ça sert et comment ça marche, etc., etc. C'est comme ça. Captain Dimanche, on avait beaucoup d'avions en rotation côté Zemouri, c'était à cause du vent. Oui, c'est très possible, King on the Road. Donc ça veut dire que là, qu'ils étaient en attente sur Zemouri et ils venaient se poser en séquence. Je suis pas au courant, mais c'est très possible. Des fois, c'est comme ça, il y a une attente. Cause mauvais temps ou cause régulation de la tour, en fonction, le temps de changer aussi la piste, à cause de l'orientation du vent. Et en général, ça arrive quand il y a du vent du sud. Parce que quand il y a du vent du sud à Alger, c'est windshield assuré. Est-ce que Nordine, en roll comme ça, est-ce que en cas de short fuel, Ouais. c'est-à-dire qu'un pilote se déclare en short fuel, est-ce que c'est vérifié ou est-ce que n'importe qui dit n'importe quoi de façon à se poser en priorité ou pas? Non, il n'a pas intérêt à mentir sur ça. Parce qu'il y a tout un branle-bas de combat après, hein, parce qu'ils vont venir. En général, comment que ça se passe le short fuel? Ça, tu entends par exemple Emirates short fuel maintenant aux États-Unis. Quand ils font un calcul, il y a un calcul empirique qui se fait sur le vol, en général. Donc il y a la réserve de route, enfin le trip fuel, la réserve de route, etc., 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 le délestage, tout ce qu'il y a. L'attente, en cas où il y a l'attente. Et c'est chiadé au kilo près. Des fois, les vents, n'étant pas une source exacte, ou bien le rerouting, changement de direction, nanana, font que la consommation est plus importante. Ou bien il arrive sur un aéroport où il y a beaucoup de trafic. Beaucoup de trafic. Et donc, quand il fait ses calculs, étant sur une balise d'attente, il va se dire, oh, impossible, je peux pas me poser. Et même si je dégage, ça va pas suffire pour dégager. Donc, il se déclare en short fuel. C'est-à-dire short fuel par rapport à ce qu'il avait déjà calculé. Mais il faut savoir qu'une fois qu'il se pose en short fuel, parce qu'il a la priorité, c'est vrai, il va se poser en priorité. Mais il y a une investigation qui se fait. Et on va lui demander compte. On va lui demander des comptes. Comment se fait-il que vous êtes arrivé à ce short fuel? Est-ce que c'est dû au calcul en amont? Est-ce qu'il y a eu une cause entre-temps qui a fait que la consommation a augmenté? Est-ce que l'attente a été plus importante pour qu'il y ait une consommation plus importante, etc., etc. Donc il y a une investigation qui se fait. D'accord? Et donc, Une question qui se fait par qui et est-ce que c'est systématique? quand il y a un short fuel, c'est une enquête, c'est systématique, donc ça, ouais.
C'est une enquête directe. Et des fois, Et c'est des par qui? par le, Et par par le, bon, en qui? Et par Algérie, qui? c'est la NAP. Ailleurs, c'est le Ah, SAFA. ça, ça. C'est la DGAC en France, par exemple. C'est l'autorité qui déclenche ça. Et ils tomberont sur la compagnie. Arabesque qui dit Et donc, Ryanair. ça ne se fait pas à l'instant T, quoi. Non, 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 non. Bah, la santé, c'est pas un crime aussi hein, de se déclarer en short fuel. Short fuel peut arriver pour n'importe quoi. Je t'ai dit, changement de vent, changement de ceci, temps d'attente imposé plus important que la normale, etc., etc. Donc tout ça, c'est pris en compte. Et des fois, le gars, il est dans son droit, ben c'est bon, il va justifier tout ça et c'est tout. Hein. Arabesque avait dit Ryanair était champion au short fuel à un moment donné. Mais parce qu'il prenait au millilitre près. Il faut savoir qu'un jet plane, quand il est établi par la compagnie, il est calculé en fonction d'un cost index, du vol, du temps de vol, le trip, la réserve de route, l'attente, le roulage, etc. Mais ça, c'est calculé avec des données bien précises du jour météo, que ce soit pour y aller ou bien à l'arrivée, etc. Mais il se trouve que, imagine, tu arrives sur un aéroport où il n'y a qu'une piste, ou déjà deux pistes, une pour le décollage, une pour l'atterrissage, et qu'il y ait beaucoup de monde, et qu'il y ait un circuit d'attente imposé. Tu avais fait calcul tac pour 30 minutes d'attente, par exemple, ou 45 maximum, 30 minutes, parce qu'en général, déjà 30 minutes, c'est beaucoup. Et un dégagement pour aller vers une destination qui est peut-être à 200-300 nautiques plus loin. Et l'attente a duré plus longtemps que prévu. Et donc là, tu vas arriver au short fuel. Ou deux choses. Ou tu dégages, tout de suite. Et ça va coûter très cher à la compagnie. Un dégagement, ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher, c'est lourd. Pour les passagers qui sont déjà à l'aéroport Redec, pour les faire acheminer ou revenir, ça coûte très cher. Et donc, si tu déclares un short fuel, ben c'est ton droit, mais après, il faut le motiver. Dire, voilà, j'ai déclaré un short fuel parce que, vu, je voulais pas faire supporter, voilà. Mais en général, ça se passe bien. Ça se passe beaucoup aux États-Unis, ça, quand c'est des longs vols. Parce qu'il y a du trafic aussi. Oui, eh ben, là, on est arrivé un jour sur Montréal, c'était comme ça. Bon, là, la politique fuel terre Algérie n'était pas tellement chiadée, si tu veux, au kilogramme près. Donc, on avait le droit, en tant que commandant, de prendre un extra de 2 tonnes en plus par rapport à ce qui était permis de prendre. 2 tonnes. 2 tonnes, c'est à l'aise. Hein. Donc, on arrivait sur le truc, il y avait un front qui passait juste sur l'aéroport. L'aéroport était fermé, on nous avait averti déjà à l'entrée sur les terres, du côté de Terre-Neuve. En entrant, on nous a averti que vous réduisez la vitesse en régulation 0,7, 0,78, 0 pour pouvoir arriver à telle heure à la balise pour pouvoir se poser à Montréal. Orage, ceci, cela. Bon, tout le monde a réduit, c'est vrai. Mais quand tu réduis et qu'on te fait descendre prématurément, tu vas consommer plus. On est arrivé sur la balise, il n'y avait que Air Canada rouge et nous qui se sont posés. Lufthansa, Air France et tout ont été obligés de dégager sur Ottawa. Parce qu'ils étaient en short fuel, c'est-à-dire s'ils avaient attendu là-bas, ils n'auraient jamais pu se poser à Montréal. On a attendu, hein, on a tourné, on a orbité. Hein. Je dis pas, on a orbité. Et donc, je me suis dit, bon, heureusement qu'on avait du fuel. Hein. Il faut, pour aller dans le même sens que Nourdine, ce qu'il faut concevoir, il y a ce qu'on appelle le Fuel Faring Coefficient, le coefficient de transport carburant. En effet, si on prend plus de carburant que le minimum requis, l'avion pèse plus lourd. Qui dit avion pèse plus lourd, ça veut dire qu'il va consommer un peu plus. Ouais. Et donc, après se pose le problème, au niveau économique, est-ce que ça vaut le coup, financièrement parlant, de transporter du fuel en plus? Alors, on peut voir, comme le disait Nourdine, l'aspect sous le fait du prix d'un déroutement, cause short fuel, ça c'est un point de vue, et également on peut le voir, cause prix du carburant.
Parce que, par exemple, je prends un exemple. Si le prix du carburant à Montréal est beaucoup plus élevé qu'à Alger, par exemple, il peut s'avérer intéressant de transporter plus de carburant entre un Alger et Montréal de manière à en acheter moins à Montréal. Bon, sur un long courrier, c'est pas tellement le problème. Mais sur un moyen courrier, par exemple un Alger-Paris ou un Alger-Francfort, un truc comme ça, on doit faire rentrer ça en ligne de compte. Et à ce moment-là, est-ce que c'est rentable de transporter du carburant eu égard au prix du carburant, ou bien est-ce que c'est rentable eu égard à la possibilité d'un éventuel déroutement? Et tout ça, ça rentre en ligne de compte dans les calculs carburant que l'on fait. Voilà. Absurde. Regarde la vidéo chez JB. Il a une vidéo parmi les premières vidéos sur le cost index. Et tu vas voir le calcul, comment il est fait pour le cost index. Maintenant, s'il veut t'en parler, il pourra t'en parler lui aussi maintenant. Alors, je voudrais juste répondre à Mahidine Ralbi. Est-ce que la consommation de carburant diminue avec l'augmentation de l'altitude de l'avion? Sur les avions à réaction, oui. Sur les avions à réaction, oui, pour une raison très simple, c'est que plus on monte, plus la masse volumique de l'air diminue, et pour garder le même ratio, le même pourcentage entre l'air et le carburant qui rentre dans le réacteur, puisqu'il rentre moins d'air dans le réacteur, on fait rentrer moins de carburant. Et donc la consommation horaire de l'avion diminue. Mais par la même occasion, la poussée de l'avion, la poussée du moteur diminue aussi. Hein. Mais en fait, on consomme moins en altitude qu'au niveau de ce qu'on appelle le fuel flow, c'est-à-dire le débit de carburant. Le débit de carburant à une vitesse donnée, il est moindre en altitude que plus bas. Voilà. Plus on monte, moins ça consomme. L'appréciation d'un avion, on s'en est aperçu avec Sam qui disait que Boeing, bon, il y a ces petits conflits là, entre Boeing et Airbus, donc l'appréciation se fait en général pour employer un terme un peu plus global, sur les automatismes et les avancées technologiques. Mais rarement on a entendu parler de la marque des réacteurs. Parce que les réacteurs, ils viennent tous de la même maison. Parce que c'est important, mais il me semble que c'est important quand même. Oui, d'accord, mais justement, les compagnies choisissent les réacteurs qu'ils veulent avoir sur leurs avions quand il y a le choix, hein, bien sûr, parce que tous les avions n'ont pas forcément le choix des réacteurs, mais les compagnies choisissent en fonction de la consommation spécifique du réacteur. La consommation spécifique du réacteur, c'est la consommation en kilogrammes par newton de poussée. Voilà. Plus la consommation spécifique est intéressante, meilleur est le ratio pour 1 kilo de carburant, on a combien de newtons de poussée, voilà. Mais de toute façon, la comparaison, elle se passe sur le global. Tout dépend de ce sur quoi on focalise. On peut focaliser sur les altitudes, la capacité altitude. On peut focaliser sur la capacité de franchissement, donc le rayon d'action de l'avion. Tout dépend de ça. Alors après, on accorde plus ou moins d'importance à tel ou tel aspect des performances avions, hein, c'est clair. Voilà. Oui, mais JB, mais émettez-vous en tant qu'utilisateur direct, émettez-vous des appréciations sur tel ou tel moteur ou telle préférence? Certainement, je ne peux pas en parler parce que moi, les avions que j'ai pilotés, il n'y avait qu'un seul type de moteur qui pouvait m'emmoser dessus. Donc, il n'y avait pas de discussion là-dessus. Hein. Oui. Ben voilà, Samy peut t'en parler des avions que dans le 777 est doté. Oui, 777, c'est un General Electric et il a l'option du bump. Chose que sur 37, il n'y a pas. Je pense pas qu'il y avait un bump sur 37 ou sur 27. Le bump, c'est quoi? C'est extra power ou extra thrust in case required en cas de emergency ou là, en cas de besoin. On appuie sur un bouton qui nous donne une poussée cachée, ce qu'on appelle le bump. Voilà, donc supplémentaire. voilà, c'est des moteurs très puissants
très grand. Vous savez que le diamètre du moteur, du réacteur du 77, je crois que c'est le diamètre de la cellule du 37. Hein. C'est ça, ouais. Facile. Donc, vous imaginez que la cellule du 37, c'est le diamètre du moteur du 77. Pour avoir une idée de combien est vraiment grand le moteur. Et c'est pour ça qu'il aspire à 9 mètres, il t'aspire comme une feuille. Exactement, Norden. C'est pour ça que la mise en route des moteurs, on doit vraiment s'assurer qu'il n'y a personne autour. Mais bon, c'est pas nous on dit juste que on demande si le area est clear, c'est-à-dire que les alentours sont clairs, mais c'est la responsabilité entière de celui qui gère la mise en route. Hein. C'est sa responsabilité entière. Donc nous, ce qu'il nous dit, on le fait. S'il nous dit c'est clair, on démarre les moteurs. Et voilà. Donc il y a eu des accidents malheureux où les gars sont bien sûr broyés immédiatement. Et tu as un retour, toi, Sam, sur l'appréciation des réacteurs. Quelle est ton appréciation, toi, déjà? Est-ce que tu préfères General Motors ou les deux marques restantes ou quels sont les retours des pilotes en général sur les réacteurs? Farid, honnêtement, moi j'ai pas volé sur plusieurs types de moteurs comme Morad ou la Norden qui ont encore une fois, ils ont 3 fois mon expérience dans l'aviation. Donc moi les moteurs sur lesquels j'ai volé, c'est des moteurs très puissants, sûrs, reliable comme on dit. Comment on dit reliable en français? C'est-à-dire Fiable. voilà, fiable, exactement fiable, mais je connais pas tous les types de moteurs. Eux, ils ont dû voler sur, voilà, exactement. Eux, ils ont dû voler sur des moteurs peut-être moins fiables où ils demandent plus d'attention. Ben, sur le Donc, 37 et sur le 27, moi, c'est des moteurs. sur le 37-200 et sur le 27, il y avait des Pratt, il y avait le JT8D9, et 37, il y avait d'ailleurs, on se bagarrait pour le Demander en 17. cas de n'importe quel problème. Alors, Canada, tu dis que le Sur le diamètre bump, a changé. alors, ce que tu décrivais comme étant le bump, nous, sur le 37 et sur le 27, avec les Pratt & Whitney JT8, on te disait chez Boeing, on te le disait, on te l'écrivait pas, mais on te disait qu'en cas de nécessité, tu mettais les manettes dans le tableau de bord et Pratt & Whitney te garantissait 30 secondes de poussée au-delà de tout, hein. Au-delà de tous les EPR, maxi, etc. Tu pouvais mettre 30 secondes de poussée, manette dans les tableaux de bord. Voilà. Oui, Mourad, c'est exactement ça. Donc, en cas de besoin, on pousse au maximum ce qu'on appelle le firewall. Exactement, c'est ce que tu disais. C'est-à-dire qu'on pousse au maximum les manettes et on est protégé. Les manettes, les moteurs ne vont pas être en overboost. Il n'y a pas de problème, ils sont protégés. Mais sur 77, c'est 5 minutes. Hein. C'est 5 minutes. Et là, c'est autre chose. Cinq minutes, tu as le temps de te sauver quand même. Enfin, si le bilan de poussée t'est favorable, je veux dire, si ça suffit pour te sortir de la panade, quoi. Voilà. Ah, je savais pas que le 330 Neo, d'après Absoud, est motorisé uniquement par le Rolls-Royce. T'es sûr, Absoud? Parce qu'Air Algérie n'avait pas pris d'avion, ils vont ramener des 330 Neo d'ailleurs, mais ils étaient contre un petit peu le Rolls-Royce pour ne pas trop enquiquiner un petit peu la chaîne à la DMA. Hein. Je sais pas, à voir. Posera la question à Mourad Amraoui quand il viendra. Alors, il y a Imrad qui pose la question, c'est quoi le produit qu'on jette sur l'avion quand il fait froid et à quoi ça sert?
Alors, ce qu'on jette sur l'avion, c'est un produit, c'est un produit de dégivrage et de protection de l'avion. Alors, c'est composé de différents trucs. Entre autres, il y a du glycol dedans, il y a de l'eau, il y a du glycol, il y a un tas de choses, un tas de produits. Et ça sert donc à dégivrer l'avion, d'une part, donc à enlever tout ce qui est neige, verglas, etc., la glace qu'il peut y avoir sur l'avion, et à le protéger contre le givrage qui pourrait survenir après. Mais il y a un temps pendant lequel l'avion est protégé qui s'appelle le holdover time, et l'avion doit décoller dans la limite de ce holdover time. Voilà. Voilà. Maintenant, je laisse aux autres qui utilisent quotidiennement ce genre de trucs. Oui, Il y a différents produits, il y a le type 1, type 2, type 3, etc. exactement, Morad. C'est très bien expliqué, comme d'habitude. Donc, il y a quatre types. Le un de Norden, Madhak. Il y a quatre types. Alors, le type 1, 2, 3 et 4. Généralement, c'est l'aéroport qui décide du type. Mais nous, généralement, on utilise du type 4. Le type 4, c'est quoi? C'est des mixtures. Un gel. Houma, ils nous disent, voilà, c'est 75% de produits, 25% d'eau, etc. C'est l'aéroport qui décide suivant les précipitations qu'on a et suivant les compagnies qui fournissent les contaminants à Douma, les produits de dégivrage. Donc, il y a énormément de marques, il y a beaucoup de marques, et à son temps de ce que tu as dit, le holdover time, c'est suivant le produit qu'on a et suivant l'intensité des précipitations qu'on a. Donc, comment on détermine le holdover time? C'est suivant l'intensité des précipitations, on doit aller dans un tableau, on doit choisir le produit qu'on a, à quelle heure l'opération s'est terminée, de précipitations on a, et s'il fait jour ou s'il fait nuit. Donc le tableau, il nous donne un temps pendant lequel on a le droit de rouler et on doit décoller avant que ce temps ne se finisse. Voilà, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que sinon je vais un peu embrouiller Alors, les gars qui nous écoutent. Mais voilà. Et smahli, il y a deux types, juste pour finir, il y a deux procédures. Il y a, il y a le de-icing, il y a le anti-icing. Des fois, on fait, donc le de-icing, c'est une procédure, le anti-icing, c'est une autre procédure. Des fois, on de-ice, c'est-à-dire on enlève toute la neige ou le verglas ou je sais pas quoi qu'il y a sur l'avion. Et après, on anti-ice, c'est-à-dire on met un produit qui va limiter l'accrochage de la neige sur l'avion. ouais. Donc ça, c'est le anti-ice. Et généralement, on commence à compter le holdover time à la fin de la deuxième étape. C'est-à-dire, dès qu'on commence le anti-ice, c'est là où on commence à comptabiliser le holdover time. Bon, c'est trop compliqué, je sais, mais bon, c'est comme ça. Non, C'est très bien expliqué à Texaha. Et déjà, Absoud, il pose la question, est-il obligatoire? Je sais qu'à Air Algérie, c'était obligatoire quand on rentrait de Montréal, qu'on avait fait un dégivrage et un anti-givrage pour le type 4. Ils étaient obligés de nettoyer l'avion parce que le type 4, qui marquait des gouttes Bilasami, il est composé de 75% de décontaminants, plus ceci, plus cela. Donc c'était une espèce de gel. Et donc il fallait nettoyer l'avion à l'arrivée. Et on le portait sur l'ATL, l'Aircraft Technical Log. Et donc les mécaniciens, quand ils voyaient ça, ils passaient l'avion aux techniques pour le nettoyage. Je ne sais pas si ça se fait, donc ils nous l'envoient à Sami, chez eux, mais bon, je sais que... Et la viscosité, non, justement, la viscosité de l'air n'en pâtit pas Non, avec cette espèce de gel là sur. non, le produit est spécial. C'est comme si, par exemple, j'avais donné l'exemple, ça fait longtemps.
Si tu es en voiture et qu'il pleut, heavy rain, et que tu n'arrives pas à voir à 1 mètre, si tu as une pompe de terre à bord, tu prends la pompe de terre, tu dois couper en deux, tu la passes sur le pare-brise, tu vas voir que l'eau n'adhère pas, par exemple. C'est un exemple, hein, c'est à peu près empirique. Hein. Donc c'est une espèce d'amidon mélangé. Bon, le produit, il est spécifique. Ah, ça, justement. Nordin, Ouais. Nordin, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu sais que pour les voitures d'Oka, il y a des produits qui se vendent et tu les mets sur le pare-brise et l'eau n'adhère pas sur le pare-brise. C'est exactement ça. C'est le même principe. Mais bon, dans l'aviation, c'est beaucoup plus poussé, mais c'est le même principe. Oui, tu as raison. Est-ce que chez Qatar Airways, il nettoie l'avion après avoir subi le type 4 à l'arrivée? Non, non, on le nettoie pas. Non, non, on le nettoie pas généralement. Je dis c'est systématique. Maintenant, non, est-ce que c'est... Moi, honnêtement, j'ai jamais vu ça, mais est-ce que... Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Bon, pose la question parce qu'Algérie, je sais. Parce que les produits Hadouma, et je sais... Quoi qu'il en soit, Alors, j'espère qu'ils sont pas corrosifs. Non. non, non, du tout, du tout. Et donc ça se voit de toute façon. La couleur est orangeâtre, truc, et tout ça se voit. Donc il le nettoie pour qu'il n'y ait pas d'accumulation, parce que dessus, je sais pas, il y a tout un. S'il y avait des qui est technique, ils nous auraient parlé de cette histoire. Je sais que Air Algérie, ça se faisait. Pourquoi? Je sais pas. À Absoud, à propos du cost index, bon, mais comme tu as dit, ça serait bien qu'il aille voir ma vidéo, mais rapidement. Donc, le cost index est un index qui va permettre au calculateur de vol d'établir le meilleur profil de vol de l'avion, vitesse de montée, altitude de croisière, vitesse de descente, etc., etc., en fonction des paramètres suivants. D'abord, il va prendre en considération ce qu'on appelle l'ACMI, Aircraft Crew Maintenance Insurance, c'est-à-dire le prix de l'amortissement de l'avion, le prix de revient de l'équipage pour le vol donné, pour l'étape donnée, le coût de la maintenance de l'avion pour le vol donné et l'assurance de l'avion. Ça, c'est les coûts fixes de l'avion, d'accord, par heure de vol. Et puis ensuite, il va prendre en considération tous les coûts qui sont variables, entre autres le prix bien sûr du carburant, le montant des taxes de survol, des taxes d'atterrissage, le prix du handling, donc de l'assistance de l'avion à l'escale, l'hébergement d'équipage, le commissariat hôtelier, etc., etc. Tous ces aspects-là, il va prendre tous ces tarifs-là et il va calculer un index que l'on rentrera dans les calculateurs de vol et qui nous permettra d'obtenir le profil le plus efficace économiquement parlant. Donc ça va jouer sur la vitesse de l'avion, l'altitude, etc., etc. Alors il faut savoir que quand le cost index est bas, enfin si on compare un cost index bas avec un cost index plus élevé, quand il est bas, l'avion vole relativement lentement, mais consomme moins de carburant que quand il vole plus vite. Alors ça augmente le temps de vol, mais ça diminue la consommation par rapport à un cost index plus élevé. Et quand on augmente le cost index, le temps de vol diminue parce que l'avion va voler plus vite, mais évidemment, il va consommer plus. Donc, le cost index résout en fait un problème qui est l'équilibre entre le prix de l'heure de vol et le prix du carburant. Tout dépend du ratio qu'il y a entre le prix de l'heure de vol et le prix du carburant. Si le prix de l'heure de vol est relativement élevé par rapport au prix du carburant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner un cost index rapide élevé, de manière à ce que l'avion vole vite, de manière à diminuer le temps de vol. Peu importe, même si la consommation de carburant augmente, ça ne va pas être négatif comme effet. Par contre, si on a un prix du carburant qui est élevé, le cost index va calculer une vitesse relativement faible parce que le prix de l'heure de vol est moins impactant que le prix du carburant. Voilà. Mais encore une fois, il faut regarder ma vidéo, j'explique tout. Ouais.
Mourad, si je peux me permettre aussi de rajouter que le Ah, mais cost combien de index, rajouter? c'est-à-dire l'indice de coût, Norden, tu m'entends? Oui, attends. Je voulais pas te répondre à Mahedine parce qu'il avait mis 737 Oh, ouais. équipé d'une rameur turbine. Non, et 37-800 n'a pas de rameur turbine, il n'y a pas de rate. Vas-y, continue, vas-y, excuse-moi, Samy, vas-y. Désolé. Vas-y, continue. Oui, non, pardon, Norden, désolé. Vas-y. Je voulais juste dire que le cost index, il est efficace et il peut apporter quelque chose à la compagnie s'il est respecté par l'opérateur. L'opérateur, c'est qui? C'est le pilote. Si les pilotes respectent le cost index qui a été choisi par la compagnie, là, le cost index est efficace pour la compagnie à moyen terme ou à long terme. Mais s'il ne l'est pas respecté, c'est-à-dire si on le met sur l'FMC et après, quand on vole, on ne le respecte pas, là, il n'a plus aucune valeur. Donc chez nous, pourquoi je dis ça? On respecte le cost index. Et le cost index maintenant, il est devenu dynamique. C'est-à-dire qu'on a un cost index pour le climb, on a un cost index pour le cruise, et le cost index pour le cruise, on le change constamment. On a une application qui a été faite par je ne sais pas qui nous demande de rentrer certains paramètres qu'on a pendant le vol. On les rentre, le poids de l'avion, etc., le vent, etc., la température, tout ça, on le rentre et il nous donne un cost index par rapport aux conditions qu'on a maintenant. Et on les suit à la lettre, hein, les conditions. C'est pour ça que si l'opérateur ne respecte pas ce cost index, la compagnie, elle ne va pas en bénéficier. C'est-à-dire que le fuel, etc., ça ne va pas être très bon. Voilà. Et c'est pour ça qu'au niveau des dispatchs, au niveau des compagnies, c'est le dispatch, c'est la PVD, en général, calcule le cost index pour chaque vol et en fonction des conditions du jour pour les vols donnés. Bon, là, on a connu Jeff, JB connaît Jeff, JB mettait un cost index de 999. Il arrivait au placard. Au placard, Et on trouve là, dans le cost index, on trouve la justification de ce que nos pilotes de 777, d'Airbus 330, etc. nous disent depuis le début, à savoir que l'on utilise l'autopilote tout le temps. Parce que l'autopilote, couplé avec les calculateurs, permet le respect scrupuleux des calculs qui sont faits suite à l'apparition du cost index. C'est-à-dire que la montée est faite strictement avec les paramètres que le cost index a calculés, la croisière kiff-kiff, la descente kiff-kiff, etc. D'où l'importance qu'il y a à utiliser les automatismes pour respecter ces profils. Voilà. Oui, bien, très bien, Mourad. Maintenant, il faut savoir, pardon, Nordine, je t'ai encore coupé, oh là, j'ai un décalage apparemment, c'est pour ça que je te coupe à chaque fois, désolé. Donc, je voulais dire que le cost index, on le respecte à la lettre, ok, mais maintenant, si le contrôleur nous demande de monter, d'accélérer, de réduire, etc., on doit obéir au contrôleur, on va pas lui dire non, on a un cost index de temps, désolé, on peut pas, non. On doit respecter ce que le contrôleur nous dit et il n'y a plus de cost index qui tiennent. Ouais. À la descente, si on nous demande de maintenir 320 nœuds parce qu'on est numéro 1 et qu'on veut nous faire passer, on va accélérer et il n'y a pas de problème. Oui, c'est l'exemple de Nordine. Ça ne vous dispense pas de respecter, bien sûr, les instructions du contrôle. Mais dans la mesure où il n'y a pas d'autres instructions concernant la vitesse ou quoi ou qu'est-ce, on va respecter les valeurs données par le cost index. C'est ce que disait Nordine, justement, les vols sur Montréal où on te demande de ralentir et là, le cost index est foutu en l'air carrément. Je veux dire. Alors, sur Montréal, si tu veux, quand tu es sur un track, c'est une obligation de suivre exactement la vitesse, enfin le cost index et la vitesse qui était donnée par la compagnie. Et là, quand on faisait les vols sur Montréal, c'était 0.82, Mach 82. Et vu la turbulence des fois sur la route et tout, le pilote décidait, des fois on décidait d'aller à 80. On réduisait puisque
On savait qu'on allait arriver à l'heure ou la haja et tout. Mais pour ce faire, tu ne peux pas le faire tout seul. Il faut envoyer une demande par ACARS au contrôle pour lui demander s'il y a possibilité de traverser à 1,80. Parce que tout son calcul est fait sur la régulation, séparation latérale et horizontale et tout. Donc, des fois c'est accepté, des fois non. Vu les contrats, ils disent non, vous acceptez le truc, même s'il y a de la turbulence. Oui, il n'en a rien à foutre. Hein. Oui, il a une régulation, il y a des avions qui viennent. En random, c'est pas la même chose qu'on appelle les random point par point vers le sud. Quand il n'y a pas de turbulence, on comprenait la random. La vitesse était up to. Le gars pouvait réduire, accélérer comme il voulait. Mais en général, on respectait les trucs parce que quand le calcul est fait sur un jet plane, c'est que vraiment tu arrives à la pratique presque fidèle au jet plane avec les prévisions qu'il y a sur le jet plane, calculé sur la route. Et tout ça, c'est dans un souci de consommation et de gain d'argent, ça c'est clair. Hein. Mais Hedin demande quel est l'angle maximum de décollage d'un Boeing 737 MAX. Mais tu sais, c'est pas une question de max ou pas. C'est à la limite où il peut supporter l'angle d'attaque thermo. Il peut aller à 15, 20, 25, mais bon, ça dépend. Si le max, je pense qu'il a un MCAS, donc normalement, il va pas le laisser aller. C'est comme le 330. 330, tu vas tirer sur le side stick comme un malade. L'avion va reprendre la main. Et il va revenir sur son SRS, sur son Speed Reference System. Je stipule que, par exemple, le Type 7, c'est pareil. Tu as beau tirer, ensuite, à un moment donné, tu peux pas aller au-delà de ce qu'il faut, c'est tout. Question mi-curieuse, mi-intéressante, mais bon, j'ai jamais vu le cas. Hein. Si le contrôleur, c'est donc une question de Imran 31100. Si le contrôleur vous le demande, vous coupez l'autopilote ou vous laissez en marche? Non, il va jamais. Je ne sais pas dans quelle situation. Non, le contrôleur va jamais, il va pas s'initier dans le travail du poste de pilotage, il va pas te demander de couper l'autopilote. C'est un no-sens. Qu'un contrôleur te demande de couper l'autopilote. C'est vraiment un no-sens, parce que d'abord, il n'est pas au poste. L'autopilot, il est sur par exemple, je prends le cas du 330, c'est 100 pieds ou 5 secondes après décollage, il est mis sur on, il est débranché que fois minima et piston vue. Donc voilà, des fois un petit peu avant. Mais en l'air, l'autopilot ne se débranche que par le pilote dans le cas où il doit faire ou un évitement TICAS parce que c'est autopilot off et donc il va suivre les indications de ses instruments ou vraiment quand par exemple l'autopilot saute de son propre chef pour X raisons, perte de système hydraulique, perte de ceci, perte de cela. Donc le contrôleur ne va jamais. Et d'ailleurs, il y a quelle est la raison pour qu'un contrôleur te demande de couper l'autopilote? Il n'a rien à voir l'autopilote avec. Le contrôleur peut te dire par contre, écoutez, vous n'êtes pas sur la route, on vous voit pas sur la route, sur notre screen, il y a un problème. S'il vous plaît, transpondez, identifiez-vous. Scope Ident, ce qu'on appelle Scope Ident, il faut appuyer sur identification. Qu'en appuyant, ça va sortir en highlight chez lui, sur le truc, qui va réindiquer ta position, enfin, ton niveau de vol, ta vitesse et ton numéro de vol. Ça, oui, ça c'est des trucs. Lui, il interagit, le contrôleur, avec le pilote, en fonction de ce qu'il a sur un screen, sur un radar. Mais en aucun cas, il va te demander de couper l'autopilot. Une question pour Mahedine Ralbi qui demande quels sont les différents modes de poussée sur le 777. Sur 777, ouais. Sami. You have control, Sami. You have control and communication. You have a control. Incapacitation. Ah, oui, Captain Incapacitation. Captain Incapacitation. Tu as Man of Steel aussi qui, bon, là souvent on dit, bon, les Algériens sont les meilleurs pilotes, etc. Bon, ça n'a pas de sens. Mais il te dit l'essentiel, c'est que les Algériens sont les meilleurs kiss landers du monde. Alors déjà, je pense que le kiss landing, je pense que ce n'est pas le mode d'atterrissage le meilleur déjà. Sens des actes, c'est comme l'écriture. Absolument. Pardon. Qui est fait pile poil au plot, il n'y a rien à dire.
Mais si c'est pour faire un kiss landing, on se pose bien après les plots, on bouffe de la piste, c'est pas bon. C'est Ah, tout. rien. Voilà ce que ça veut dire. Voilà. Samy, tu es là? Oui, oui, je suis là, je vous écoute. Il y avait une Pas une question. Oui, question. là, c'est Il y avait c'est une pareil question. pour moi. L'atterrissage, Smahli, l'atterrissage, le kiss landing, c'est le dernier de mes soucis, moi. Tu as Moi, raison. j'essaie de faire un safe landing, je vise les plots et j'essaie d'atterrir le mieux possible, mais en respectant les limitations que je dois respecter. Maintenant, si je fais un kiss, tant mieux. Si je fais un positive landing, c'est que j'ai dû faire un positive landing. Voilà. Il y avait une On question. t'a demandé quels sont les Dans la trois question, modes de poussée du triple 7. Pardon? Les 3 modes de poussée du triple 7. C'est-à-dire les 3 modes de poussée. C'est Est-ce quoi que cette vous question? avez un D-rate, un truc comme ça, je ne sais pas. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah, c'est ça, oui, bien sûr. A directed takeoff, directed takeoff 1 et directed takeoff 2. Et le directed takeoff, il peut être avec assumed temperature ou là sans assumed. Et on peut choisir, bien sûr, on peut contrôler le moteur à ce qu'il passe en full, même si les performances nous donnent un directed takeoff. Mais nous, si on estime qu'on a besoin d'un full, on va partir sur un full. On va lui dire, même si toi, tu nous dis, pourquoi? Parce que nous, quand on fait des performances, on va dire au moteur, écoute, nous, on te fait confiance. Tu nous donnes l'optimum thrust. C'est toi qui choisis le thrust que tu veux par rapport aux paramètres qu'on va te donner. Et c'est toi qui vas choisir les flaps qu'on va mettre. Donc ça, on va mettre flaps optimum, rating optimum. Donc lui, il va choisir. Maintenant, s'il nous donne des vitesses qui sont trop élevées et qu'on voit qu'on n'a pas assez de marge, etc., on va lui dire, écoute, yatik saha, mais nous, on va choisir un full thrust. Ouais. D'accord? Si le full thrust ne nous convient pas, on va choisir un bump. On va lui dire, écoute, tu vas aller plus que le full thrust, tu vas aller en bump. Mais pour aller en bump, c'est vraiment que... c'est des conditions vraiment extrêmes pour aller en bump. Ouais. Parce que le full thrust déjà, croyez-moi, quand on met le toga, Ça se sent. on sent une puissance extraordinaire. Ah oui, même sur 330, je pense que quand vous mettez full thrust sur 330, tu sens la puissance, hein. Ça pousse énormément, c'est incroyable. Et la Sioub, Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, voilà. et la Sioub et les directs, c'est fait pour prolonger la vie des moteurs aussi. Alors, si vous permettez, je vais donner peut-être quelques explications là-dessus pour le grand public. Donc voilà, quand on doit décoller, on a la possibilité d'utiliser les réacteurs à pleine poussée, sans trop se casser la tête, ou bien si on n'est pas au poids maximum au décollage, on peut se permettre d'utiliser les réacteurs à une poussée inférieure au maximum. Alors ça, après, c'est des calculs, comme disait Samy, c'est des calculs qui sont faits par ordinateur, etc. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe si on dit, par exemple, aujourd'hui, on n'a pas besoin de toute la puissance, le réacteur va être réglé à une poussée qui sera inférieure à la poussée maximale et qui permettra d'avoir des températures en sortie turbine inférieures à aux températures qu'on aurait eues si on avait mis toute la poussée. D'accord ? Et quand on sait qu'un réacteur, le paramètre critique d'un réacteur, c'est la température en sortie des turbines. Voilà. Parce que ça monte très très haut. Et toutes les fois qu'on peut un peu diminuer la température en sortie turbine, eh ben on permet au réacteur de moins travailler et de moins s'user. Voilà. En gros, pour expliquer au grand public. Voilà. Morad, on peut rajouter aussi une chose. Quelle que soit la puissance qu'on choisit, on doit penser toujours à la compagnie. C'est toujours la compagnie qui doit primer. C'est-à-dire que nous, on est toujours safe. On doit opérer en toute sécurité, mais on doit préserver les moteurs. C'est-à-dire, si on n'a pas utilisé toute la puissance, on ne va pas l'utiliser, mais c'est pour fatiguer les moteurs. Parce que nous, on pense aussi à la compagnie,
à la maintenance qui va s'en suivre, etc., etc. Donc la sécurité, bien sûr, on ne joue pas, on ne pense pas à la compagnie quand il s'agit de sécurité, mais si on a le moyen d'allier sécurité plus compagnie, on va choisir d'utiliser moins de puissance, etc., pour garder les moteurs, pour préserver la vie des moteurs, etc. Et comment expliques-tu ça? Mais excuse-moi, Captain Violin aussi également. Comment expliquez-vous que, bon, on parle de superpuissance, mais on n'a pas le ressenti, me semble-t-il, ni au cockpit, ni en. C'est-à-dire, on n'est pas collé aussi, quelque part. Est-ce que c'est le volume de l'avion qui fait qu'on ne ressent pas justement cette. Farid, balak, tu n'as jamais fait un vol où il y a une puissance maximale qui a été utilisée dans les moteurs. Oui, Balak. Mais sinon, ça se sent. Fais attention, hein. Absolument, Mais l'accélération. bien j'ai sûr jamais que toi, ressenti. en Farid. tant que passager assis, Farid, attention, l'accélération est maximale vas-y, vas-y. au début du take-off roll, hein, au début du take-off roll. Après, l'accélération est moindre. Mais quand on met la poussée tout de suite au tout début du take-off roll, c'est là où on ressent le truc. Et encore, maintenant, on le fait de moins en moins, mais sur certaines pistes et avec certains avions, on était obligé de faire un full take-off thrust on the brakes. C'est-à-dire que quand on décollait d'une piste courte ou quoi, on mettait les freins, on mettait toute la poussée sur les réacteurs et là on lâchait les freins. Mais je te garantis que tu sens le coup de pied aux fesses. Hein. Voilà. C'est ce que j'allais dire, c'est le short field take-off. J'imagine. Voilà. Imran, attends, on va faire les 2 minutes. Imran, pour un atterrissage d'urgence, ça se passe comment si les pistes sont pas libres? Ben écoute, d'abord, ça dépend de. C'est pas tout le temps qu'il y a des atterrissages d'urgence, une demande d'atterrissage d'urgence. Mais en général, les aéroports sont tous dotés de 2 pistes. Et tant bien même il n'y a qu'une seule piste, quand il y a une émergence déclarée, ne t'en fais pas, les gars au sol font tout pour dégager les areas. Quand il y a un atterrissage d'urgence demandé, parce que l'urgence, quand elle est demandée, c'est ou médical, ou incapacitation pilot, ou il y a beaucoup de choses, ou par exemple problème technique, ou feu cabine, ou c'est une emergency. Donc l'emergency est prioritaire. Et ça se passe en général que les gars au sol font tout, que ce soit la tour de contrôle, tout ça pour laisser libre cours à l'avion qui a demandé l'urgence de se poser. Voilà. En général, ça se passe bien. Surtout que l'emergency, elle n'est pas déclarée en finale. Elle est déclarée un peu avant, donc ça laisse le temps de dégager la piste. Non, je vais rajouter aussi une précision. Quand on a une emergency, quelle que soit l'emergency qu'on a, on doit prévenir le contrôleur aérien de comment on va utiliser la piste d'atterrissage après atterrissage. C'est-à-dire, est-ce qu'on va bloquer la piste, on va s'arrêter, mettre le parking brake et on va traiter notre emergency, ou est-ce qu'on sera capable d'évacuer la piste? C'est 2 choses différentes parce que lui, le contrôleur, doit gérer son trafic. Il a un trafic. Surtout si l'aéroport il a une seule piste. Là, c'est encore plus contraignant parce que s'il y a une seule piste et que nous, on atterrit, on bloque la piste, l'aéroport est fermé. Donc, on doit prévenir le contrôleur pour qu'il s'arrange. Voilà, after landing, we will vacate the runway and stop on the taxiway. Là, il va comprendre qu'on sera capable d'évacuer et de nous arrêter. Ou là, after landing, we will stop on the runway, set the parking brake, and we will let you know. We will proceed from there. Donc là, c'est complètement différent et lui, il doit gérer ça. Mais si on lui dit pas et qu'on s'arrête et on bloque la piste, bah, c'est pas bon. Mais Samy, moi, ça m'est arrivé, ça fait. Et Ça ben m'est justement, arrivé. Attends, ça m'est arrivé puisque je l'avais raconté déjà. En finale, à 2000 pieds, à Pékin, ils ont 3 pistes, hein. La 36 gauche, la 36 droite, et ils ont la 0119. En finale 36 gauche, à 2000 pieds, en sortant le train, on a perdu et le green et le yellow. Alors je te dis pas, heureusement que les volets. justement, Et donc on était obligé de lui dire à 2000 pieds qu'on allait
s'immobiliser sur la piste parce qu'on n'a pas de noise wheel steering, donc on ne pouvait pas dégager la piste. Tant bien même, à un moment donné, Airbus permettait de faire le différentiel, mais il ne faut pas trop s'amuser. Après, il a interdit ça, le différentiel pour rouler sans noise wheel steering. Et donc, on a immobilisé l'avion, la piste. On s'est immobilisé sur la piste. Ça a pris 45 minutes pour qu'ils viennent nous chercher, parce que des autorisations pour que le tractement vienne. Et ils ont utilisé l'autre piste, la 36 droite. Donc, il avait régulé son truc pour faire poser les avions en 36 droite qui était dédié au décollage seulement, et en 0119. Donc voilà. Donc quand le contrôleur, qu'on disait Samy, est au courant, il va travailler sa gestion en fonction de ton problème. Si tu dis je peux dégager, il n'y a aucun problème. Lui, il va savoir que tu vas dégager, tu vas rester sur le taxiway. Et à ce moment-là, il n'y a qu'un taxiway qui est immobilisé. Mais si tu ne peux pas, tu vas rester sur la piste en attendant qu'ils viennent te tracter. Voilà, c'est comme ça. Moi, personnellement, sur les 2 atterrissages d'urgence que j'ai eu à faire, à chaque fois, ben, c'est une explication, effectivement, qu'il faut donner au contrôleur pour lui dire exactement qu'est-ce qui va se passer. Dans un, j'ai pu dégager la piste, dans l'autre, je ne pouvais pas dégager la piste. Donc, on prévient suffisamment le contrôleur et il prend ses dispositions en conséquence. Mourad, je vous raconte alors ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Alors, je fais Hong Kong en 87. Donc, il y avait une très mauvaise météo. Donc, China Eastern 320 Neo qui était numéro 1, 747 KLM numéro 2 et nous numéro 3. Donc, on est tous les 3 alignés pour atterrir piste 07 gauche, je crois, à Hong Kong, si je me rappelle bien. Donc, très mauvaise météo, visibilité walou. Déjà, il y avait de gros problèmes. Les gars, ils n'arrêtaient pas d'attendre leur tour pour atterrir. Bref. Donc, China Eastern, autorisé atterrissage. China Eastern, autorisé atterrissage. KLM numéro 2 et moi numéro 3. Le gars, il atterrit et la dame qui gérait le contrôle, elle n'arrêtait pas de l'appeler. China Eastern, confirm you vacated the runway. Parce qu'elle ne peut pas le voir de la tour de contrôle. Très mauvaise visibilité. Confirm you vacated. Lui, il ne répond pas. China Eastern, confirm you vacated the runway. Il ne répond pas. China Eastern, confirm vacated the runway. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit we are in the grass. Il a fait une sortie de piste. Après atterrissage, il s'est retrouvé dans le décor. Donc, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend? Wallahi l'adema, qu'est-ce qu'on entend? KLM, Smhouli, il dit comme ça. Oh shit, going around, comme ça, il dit. Parce que KLM, il est venu de je sais pas où, de Francfort ou là. Il est venu, imaginez le temps de vol qu'il a fait. Il avait plus de fuel. Il devait directement divertir sur Macao. Il est parti sur Macao. Et nous, Qatari, je ne me rappelle plus le numéro de vol, go round. À cause du gars, il a bloqué la piste, il est sorti. Donc c'était une grosse pagaille. Donc le contrôleur a dû réorganiser tout ça. Un Azhar, on n'avait pas de fuel, mais la chance que j'ai eue, c'est qu'au moment de remettre les gaz, elle m'a proposé l'autre piste. قالت لي قطري do you accept runway دا are you ready؟ قلت لها yes I'm ready. انا ما قلت لا ready لا والو parce que pas de fuel. قلت لها yes we are ready. Le temps de nous préparer, de refaire tout ça. Tac, on est revenu, on a atterri. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? On a dû faire la première fois de ma vie. J'ai fait ground holding. D'habitude, on fait un air holding. Là, j'ai fait un ground holding. C'est quoi le ground holding? C'était la première fois. Donc, on va jusqu'au bout du taxiway, on tourne et on revient, on va jusqu'au bout du taxiway, on tourne. Pourquoi? Parce que comme China Eastern a bloqué la piste, tous les avions qui devaient repousser et quitter les parkings ne pouvaient pas repousser parce que la piste était bloquée. C'était à priorité aux avions à atterrir, pas aux avions à décoller. Donc, il n'y avait plus de parking. Donc, on n'avait plus où aller. On était obligé de faire ground holding. Bon, je m'en foutais du fuel parce que même si j'ai plus de fuel, je m'arrête. Mais je suis au sol, alhamdoulilah. Mais imaginez en l'air, gros problème. Voilà.
Ouais. Et c'est là où tu te dis, Nalboua Khadma. والله Ah, il y a des نوردين fois. نوردين والله نقول لك حاجه جو تونفي والله غير جيمغي بيان اتخا تا بلاس والله tu dois vivre Mais la qu'est-ce belle qui vie fait ça? عبالك راك مبن راك بيان راك باين فرحان يا خويا والله غير صافي Sam, بليزير قول لي خويا. Samy, قول لي. وي Qu'est-ce خويا qui fait فريد que le pilote, qu'est-ce qui fait que le pilote n'ait pas répondu aux appels de la tour, justement? Il avait la tête dans le guidon ou là? Farid, quand tu atterris dans des conditions météo difficiles, déjà il y a un stress énorme. Avant atterrissage, il y a un stress énorme. Tu dois faire confiance à un avion, c'est-à-dire tu dois faire confiance à l'automatisme. Tu dois vraiment être sûr de comprendre ce que l'avion va faire. Et après atterrissage, tu vois rien. Wallah el-Adim, ça fait peur. Tu vois absolument rien. Et en plus de ça, si tu te retrouves dans le décor, il faut un temps pour réaliser que tu es dans le décor et répondre au contrôleur parce que tu dois gérer des moteurs, balak qui sont sortis de piste, ils doivent éteindre les moteurs, il y a toute une procédure. C'est le dernier de leurs soucis de parler au contrôleur aérien, même si c'est très important, mais ils ont des priorités et pour eux, Anna, je ne vais pas les juger, pour eux, les priorités qu'ils ont dû gérer, c'est leur priorité à eux et Anna, je les comprends. Balak à leur place, ما نهضرش كاع مع le contrôleur. Parce qu'il faut que tu saches une chose, Farid Khoya. Quand on décolle, admettons qu'on décolle et qu'on a une panne moteur. Vous savez qu'est-ce qu'on dit au contrôleur? On dit, voilà, Air Algérie, exemple, Air Algérie 1, 2, 3, engine failure, stand by. هذا واش نقولوا له engine failure, stand by. Maintenant, le contrôleur, il sait que خلاص ما تجيش تهضر معانا. Nous, on est en train de gérer un avion, on est en train de gérer une panne, on a des problèmes, on a des checklists. C'est nous qui allons décider de ce qu'on va faire. C'est pas lui, c'est plus lui et les contrôleurs aériens, alhamdoulilah, ils sont au service de l'avion qui est en emergency. Ils sont c'est-à-dire tout ce qu'on demande va être accordé, ils vont nous faciliter tout ça. Ouh là là là, Nordin, Morad. Ah, Texas, Enfin, le grand principe, Nourdine, Farid, n'oublie pas, un grand principe dans l'aviation, c'est aviate, navigate, communicate. Aviate, ça veut dire vole l'avion, assure la sécurité de l'avion. Navigate, suit la trajectoire qui t'a été demandé de suivre. Et ensuite communiquer. Dans le cas présent, comme te dit Samy, la communication, mais si tu vas raconter ta vie, voilà ce qu'on a. Là. Non, tu lui dis, engine problem, engine failure, I call you back. I call you back. C'est tout. Stop et fin. Lui, il sait, il attend de toi que tu voles ton avion en sécurité, que tu suives la trajectoire, parce qu'il ne faut pas que tu interfères avec les autres avions. Un bad, quand tu pourras parler avec lui, quand tu pourras donner tes intentions, etc., à ce moment-là, il reviendra vers toi. Mais en attendant, il te protège. Voilà le principe. Attends, bien, merci. Ouais. Mahidine, faut-il envisager des précisions en cas d'incendie en cabine? Non, surtout pas. En cas d'incendie en cabine, il faut d'abord traiter l'incendie. Tous les moyens sont faits pour déterminer où est l'incendie, ou ceci, ou cela. Une fois que l'incendie est contenu, il y a un déroutement qui se fait automatiquement. Il va falloir se poser le plus rapidement possible quelque part. Si l'incendie est encore en cours, eh ben c'est une émergence absolue. Il faut se poser le plus vite possible. Si l'incendie est contenu et que la source est connue et tout, eh ben il va falloir se dérouter quand même. Enfin, se poser là où, sur la route, enfin sur le chemin, il y a des déroutements d'aéroports d'escape, d'appui, se poser et traiter le problème. Mais envisager une dépressurisation, c'est-à-dire tu rajoutes un problème sur un autre. Dépressuriser pourquoi? Pour contenir le feu? Non. Ça n'a rien à voir. Et il y a toute une procédure dans l'incendie. Il y a toute une checklist, que ce soit incendie cockpit, smoke ou fire avionique ou truc, ou là où il y a smoke dans le cockpit, ou bien smoke dans la cabine, ou bien feu dans les toilettes, etc., etc. Donc tout ça, c'est des cas à prendre au sérieux, déterminer la source, essayer de continuer ça, aller se poser le plus vite possible,
Et voilà, et tout le monde sera content plus tard et on va te remercier, on va te Nordine, mettre une médaille. Nordine, je voulais juste signaler qu'il y avait Nadir sur le chat. Ce serait intéressant de lui poser la question par rapport au produit, justement. Est-ce qu'il y a un lavage qui se fait par la suite ou non? Ouais, je sais pas, Nadir, attends, il est là. Nadir demande, il y a Sam, attends, il y a Sam qui dit qu'il doit quitter, je pense. Ah, il a quitté, ça y est. Parce que je pense qu'il était occupé. Attends. Nadir, tu es dans le truc, demande à monter, voilà. Je le trouve pas dans le... Je vais le chercher dans le chat et voir. On va lui poser la question directly. Il y en a un qui pose la question, est-ce que celui a pris la bonne décision? Oui, il a pris la bonne décision. On ne peut pas revenir sur quelque chose qui a été fait, qui a démontré. Ça, à l'instant T, encore une fois, c'est ce que l'on dit souvent avec Nourdine et tous les autres copains pilotes, on ne peut pas, devant une table ou dans un salon, remettre en cause et se remettre dans les conditions qui étaient celles de l'équipage au moment où ils ont eu le pépin. Sully, il a vu, au moment où il a eu la panne, il a ressenti, avec sa connaissance de l'avion, sa perception de l'environnement, etc., il a vu que la seule solution pour lui, pour sauver son avion, c'était de le poser sur l'Hudson. Et toutes les démonstrations qu'ils ont essayé de faire avec un simulateur en prévenant les gens, attention, tu vas avoir une panne moteur, une panne des deux moteurs et tout ça, c'est du pipeau parce que les gens, ils n'étaient pas exactement dans les conditions où Sully était à ce moment-là. Donc, il n'y a pas à discuter. Ça s'est bien passé. Il a sauvé tous les passagers et donc c'était la bonne solution. C'est tout. Il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà. Bon, j'ai demandé à Nadir de monter, mais apparemment il n'est plus dans le... Oui, Justement, j'ai bien apprécié la réponse de Sam, mais quoi qu'il en soit, il y a un petit manque. Il y a un petit manque parce que, effectivement, bon, il était occupé quand même, bon, c'est une sortie de piste, c'est pas évident à gérer, ça c'est clair, mais il avait quand même quelques informations qui auraient dû quand même faire en sorte à ce qu'il soit à l'écoute. Il savait qu'il y avait deux vols derrière lui quand même qui devaient se poser et ça pouvait créer une catastrophe énorme. Non, Qu'est-ce que vous en non, pensez? excuse-moi. Excuse-moi, Khalid. Excuse-moi. D'abord, quand tu te poses, tu penses que tu es vu de la piste, de la tour. Et tu penses que donc ils savent où tu en es. Très bien. D'autre part, nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Imagine ce que ça représente. Tu t'es posé dans des conditions difficiles, que Samy, c'est un stress avant, pendant, etc. Et en plus de ça, avec tout le stress que tu as encaissé depuis le départ de l'approche, en plus de ça, ça se termine mal, tu termines dans la luzerne. Quand tu termines dans la luzerne, tu dois penser en tant que pilote, donc à faire ce qu'il y a lieu de faire quand tu as un truc comme ça, et tu penses à ta carrière, tu penses à ton boulot. Tu dis, merde, si ça se trouve, je vais perdre ma licence, si ça se trouve, je vais être viré. D'accord ? Alors, très honnêtement, à ce moment-là, crois-moi que ta préoccupation première, c'est pas d'aller raconter ta vie au contrôleur. Hein. Franchement, c'est vraiment de sauver ton avion et tu as un stress terrible par rapport à ta propre carrière, à ton boulot et au pain de tes gosses. Crois-moi, c'est pas évident. exact. Oui, Et donc même la en situation entraînement, était la suivante. Il n'y a aucune visibilité, il n'y avait aucune visibilité. Il était au courant qu'il n'était pas vu de la piste. Oui, effectivement, tu peux penser à toi, tu peux penser à ta carrière, mais bon, il savait pertinemment qu'il y avait deux vols derrière lui. Je sais pas, il y a quand même un peu d'empathie, je sais pas. Non. Une remise de gaz, c'est pas une catastrophe comme ce que le gars a vécu. Alors, tu penses d'abord à ta gueule et tu dis le minimum de trucs. Même si le ouais, gars était en short fuel derrière. Excuse-moi, Walid. زي طفو تبكي يمه وما تبكيش يمك. Le problème, c'est que toutes les mères auraient pleuré sur les trois vols. Là, t'en fais pas, sauf un truc comme ça, c'est vrai que ça arrive très rarement, mais quand ça arrive, c'est vrai.
Mais crois-moi que chacun pense à gérer son vol, c'est vrai. Le gars qui s'est posé, qui s'est retrouvé au bas des pâquerettes, il a dit qu'il était là-bas, donc le contrôleur a pris tout de suite la décision de fermer cette piste. Ça c'est clair, parce que il savait pas exactement où il était. Tu imagines qu'il y avait par exemple une moitié dehors ou là à droite, à gauche, il ne pouvait pas savoir s'il faisait mauvais. Donc, la première des choses à faire, c'est de faire partir ces avions. Ceux qui peuvent partir ailleurs, ils partent ailleurs. Proposer une autre piste, comme il l'a proposé à Samy. Et ça aurait dû être difficile parce que là, l'autre piste, ben, qu'il y a une autre procédure à faire et en plus, ben, qu'elle est plus courte. Et vu que c'est un heavy, ceci, cela, donc il te pose la question si tu peux te la faire, cette piste ou pas. Parce que si tu peux dire non, tu peux refuser, partir ailleurs. Maintenant, lui, il a accepté et il s'est posé, sachant très bien qu'il va rester en train de faire du taxi holding, parce qu'il n'y avait pas de place pour repartir, ça c'est clair. Et tu sais, sur un aéroport comme... Il était à Shanghai, il m'avait dit. Singapour. Singapour. Yeah, C'était Shanghai, Hong Kong, Shanghai. Hong Kong, Hong Kong. Donc, on Hong comprend. Kong, Hong Kong. Le trafic qu'il y a, Asma, déjà Pékin, ils ont 3 pistes. Un trafic monstre. Il nous est arrivé de faire une heure de roulage. Rester au point d'attente pendant, donc on prenait du fuel en conséquence à cause de ça. Et quand il fait mauvais, alors je te dis pas, tu vois derrière toi en séquence des avions terribles, devant toutes les pistes occupées. Alors tu imagines un avion qui se ramène avec un problème qui va te bloquer une piste, une régulation drastique. Bon, et tout ça, c'est combiné. Tu rentres dans cette logique et tu essaies de t'intégrer et c'est tout. Ouais. On travaille ici, là on est typiquement dans ce que j'avais mis dans une de mes vidéos, le travail sous pression temporelle. Le travail sous pression temporelle, ça nous amène à adopter des solutions qui sont le plus rapidement mises en œuvre, hein. Donc la communication, dans le réglage des priorités, à ce stade-là, c'est pas sa première priorité. Sa première priorité, c'est de sauver son avion et les passagers qu'il y a dedans. Parce que quand tu te retrouves dans la luzerne, il est fort possible qu'il y ait une évacuation à faire ou que sais-je encore, ça dépend. Et le bilan de la situation, tu peux pas le faire tout de suite. Dans un avion, dites-vous bien une chose, c'est que quand on est au cockpit, on voit rien du tout, hein. Notre champ visuel, il est plus que restreint parce que tout l'avion, il est derrière et l'avion, il est grand, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe autour de l'avion? Qu'est-ce qu'il y a? On ne sait pas. On ne sait rien du tout, hein. Exactement, la vidéo que tu avais publiée expliquait bien ça, la pression temporelle et ce colasse-là, un incident, donc ça doit être terrible. Mais Hedin, il te dit, existe-t-il une méthode alternative pour contrôler un avion lorsque les gouvernes sont défaillantes? Bon, les gouvernes, il y a une raison pour qu'elles soient défaillantes, à moins qu'elles soient distordues, ces gouvernes. Le reste, bien sûr, il y a toujours un stand-by, un système stand-by. En général, c'est peut-être à l'hydraulique ou sortie de voler en asymétrie ou un truc et tout. Donc, il y a toujours, bien sûr, la méthode alternative qui est, et d'ailleurs, sur 37, on appelle ça Alternative Flaps Extension. C'est alternative, donc on le sort en alternative. Sur l'Airbus, c'est en stand-by et tu as le système de sortie de train de volet secours. Le train pareil, etc., etc. Donc toutes les gouvernes sont effectivement, il y a toujours un système redondant qui va te faire sortir ces appendices d'une façon normale, quoi. Enfin, non, supplémentaire. Puis, quand il y a une partie des commandes de vol qui sont inopérantes, il y a également les effets secondaires des commandes de vol. C'est-à-dire que, en fait, quand on joue sur telle ou telle commande de vol, ça ne joue pas que sur cet axe-là. Par exemple, les ailerons ont un effet de roulis, bien sûr, et ça fait rouler l'avion, mais ça le fait tourner aussi en même temps. Alors, bien sûr, ça ne génère pas un virage coordonné avec la bille au milieu, mais ça permet quand même de tourner l'avion. Par exemple, quand on a un problème, par exemple, je prends l'exemple quand on est en manual reversion, donc en panne d'hydraulique,
quand on est en panne d'hydraulique et qu'on n'a pas les spoilers. Donc les spoilers qui aident au roulis de l'avion, d'accord, puisque les spoilers sur l'aile basse se lèvent, ils détruisent la portance de ce côté-là et ils augmentent la traînée, ce qui permet, quand on a les spoilers, on arrive à plus facilement tourner parce que les spoilers contre ce qu'on appelle l'adversio, le lacet inverse. Eh bien, quand on n'a pas les spoilers et que l'on a donc un problème à basculer l'avion et que l'on a à faire rouler l'avion d'un côté ou de l'autre avec seulement les ailerons, eh bien, on s'aide avec les palonniers. Les palonniers vont augmenter le phénomène et ils vont augmenter le roulis, ils vont nous donner plus d'efficacité au roulis en utilisant les palonniers. Donc, si vous voulez, et c'est pour ça qu'on apprend, d'ailleurs, quand on fait les cours et tout, on apprend les effets primaires et secondaires des commandes de vol parce que ça peut nous aider en cas où on a des commandes de vol qui sont partiellement en panne. Voilà. Spanish, tu bosses? Tu bosses aujourd'hui? Je bosse ce soir, ouais, cette nuit. Ouais. C'est normal, esclavage. Je fais 22 heures, exactement, des temps modernes. Je fais 22 heures, 7 heures. Je suis à CDG, là. Ah, bah, Et c'est quoi la conduite à tenir si t'es en panne Toi, radio c'est de l'esclavage à volontaire, quoi. l'approche? Eh C'est de ben, l'esclavage très volontaire, même. ça dépend des aéroports. Pour la panne radio, la panne com. Ça dépend des aéroports et ça dépend si tu vas utiliser. Tu es au sol, tu es en l'air, tu es où? Tu es en train de rouler? Non, alors, panne radio à l'approche, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Tu continues ou tu... Parce que tout à l'heure, Walid, il me disait, mais nous, par exemple, tu vois, quand on n'a pas de radio, si t'as la tour de contrôle, eh ben, tu peux pas rentrer. T'es obligé de te trouver un terrain de dégagement et aller ailleurs dans une tour qui est non contrôlée. Mais là, tu peux pas te permettre de le faire en ligne. Ça dépend si tu as l'autorisation d'atterrissage ou pas, entre-temps. À Charles de Gaulle, Et maintenant, quand tu es en troisième, on va te dire autoriser l'atterrissage. En troisième déjà. Charles de Gaulle. Ah, en troisième. D'accord. Mais du coup, entre le moment où on t'appelle, et le moment où tu te poses, tu ne rappelles pas ou tu reprécises que tu es en finale? Non, tu rappelles tout le temps. Bien sûr, mais si on te donne l'autorisation d'atterrir, tu as l'autorisation d'atterrir, quel que soit X, même si l'avion qui te précède est en train de se poser. Sauf avis contraire, et on va te demander de remettre les gaz. Maintenant, si tu tombes en panne radio sur cette portion et que tu as l'autorisation d'atterrir, tu vas te poser. Si tu n'as pas l'autorisation d'atterrir et on te demande d'appeler en courte et que tu n'as aucun moyen d'appeler pour dire que tu es en panne, Ouais. là, tu dois remettre les gaz, aller dans une area, ça dépend si c'est ICAO ou pas, ça dépend des aéroports. Tu vas D'accord. aller directement dans une area et faire la procédure panne radio. Il y a une procédure dans toutes les fiches des aéroports, il y a une procédure panne radio. Dans de la 10-4, je dirais, 10-4, 10. Donc voilà, ça dépend. Si c'est en l'air, si c'est en vol, en croisière, et que tu as un niveau de vol qui était déjà assigné, eh ben tu vas maintenir ce niveau jusqu'à la sapée d'arriver sur un terrain. Et bien sûr, il y a des moyens de le dire. Tu vas afficher ton transpondeur 7600, tu vas essayer d'utiliser tous les moyens possibles, imaginables, même le masque à oxygène des fois parce qu'il a un boom, etc., etc. Et donc, quand ce sera déterminé que tu es en panne radio, eh ben, tu vas continuer ton vol jusqu'à ta échapper, l'heure estimée d'arrivée. Sur la balise, tu as 30 minutes. C'est une procédure ICAO. Ouais, c'est 30 minutes pour te poser. Et donc, même l'aéroport de réception, c'est-à-dire de destination, est au courant que tu es en panne radio. Et tout le monde sur la route est au courant puisque tu as mis un score 7600. Il est au courant. Donc voilà, bon. Maintenant, il y a des spécificités au niveau des aéroports. Avant, c'était, tu te présentes en 1500 pieds, du côté de la tour, il y a des lumières, on te met la flash rouge, flash blanc, flash vert pour que tu puisses revenir te poser. Mais même quand tu es en panne radio et que tu arrives à destination, que tu as fait ta procédure dans les 30 minutes, si tu dois remettre les gaz, on te demande d'aller chercher VMC, c'est-à-dire si tu étais en IMC. Tu vas chercher VMC, visuel, donc un vol à vue, et orbiter là-bas en attendant de
voir la procédure pour Ouais. te poser. Voilà. Finalement, on reprend les procédures de base finalement que nous on applique avec du coup chercher la VMC, rechercher du coup passer près de la tour pour avoir les signaux lumineux. Au final, c'est pareil. C'est pareil. C'est juste que nous on n'a pas d'air d'atterrissage. On doit trouver s'il y a une tour contrôlée, de trouver un terrain de dégagement non contrôlé. Il se Et pourrait que encore, tu aies une femme. Il se encore pourrait faut-il, que encore tu faut-il aies pouvoir. parce que tu vas travailler de nuit, je sais, tu es stressé, travail de nuit. Surtout que des fois, tu peux être en panne radio quand tu roules. Alors c'est encore plus grave. Quand tu es en train de rouler, qu'il y a des avions derrière toi qui sont en train de rouler, et tu vas vers le taxiway, enfin vers la piste, et là tu tombes en panne radio. Là Et aussi, là, tu fais quoi alors? mais il y a une procédure. Ça Non, dépend des aéroports. Et c'est publié dans la partie com, dans la fiche Jepsen de l'aéroport. Ça dépend de la loi aérienne. moi Aussi, non je fais appel. Ouais. Qui c'est qui Je parle? fais appel à la casquette de marin de JB. C'est moi. Ah. De la casquette de marin de JB. Oui, Est-ce que la vas-y. tour de contrôle, quelque part, ne vous fait pas office de phare? Euh, non, je peux pas. C'est pas du tout comparable. Le maritime on a beaucoup plus de liberté de manœuvre dans le maritime que dans l'aérien. Non, c'est pas comparable. Dans le maritime, il existe ce qu'on appelle les VTS, Vessel Traffic System, qui donnent plus de l'information qu'autre chose, sauf dans les zones de navigation contrôlées comme les rails, comme le rail d'Ouessant, etc., où là, il y a des consignes. Et encore, les consignes sont plus larges que les consignes que l'on nous donne, nous, dans les avions. Karima Belkacem, non, tu te Juste une trompes. chose à Il y a redire. beaucoup de femmes pilotes dans le. Voilà, justement. Il y a beaucoup de femmes. Justement, c'est ce que je voulais te dire. Ouais. Presque entre 80 et 90 à peu près. Je n'ai pas le chiffre parce que ça a augmenté depuis. Femmes, déjà chez Air Algérie. Alors, Tassili aussi, chez Air Express. Dans le monde, c'est 3%. Oui, mais bon, parce que les femmes n'étaient pas trop intéressées par ces métiers-là, mais elles se sont intéressées, ben voilà, il y en a de plus en plus. Quand tu vois la tignasse de Spanish, des fois tu le prends pour une femme, par exemple. Si elle n'est pas là-bas. En tout Et cas, tu je peux disais, vous Nordine, dire. Je vois pas de quoi tu parles. Et puis que les je gens, peux ils me vous connaissent dire. pas, donc. Ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir volé avec des femmes, elles pilotent, en général, elles pilotent très bien. Elles pilotent très bien parce qu'elles ont une grande qualité. Elles n'ont pas la rejla. Tu as certains pilotes hommes qui mettent trop de testostérone dans leur manière de piloter. Les femmes sont beaucoup plus humbles et donc elles sont beaucoup plus posées dans leurs décisions. Et appliqué. Appliquées, ouais. Et appliquées, oui. Pour ne citer qu'une femme commandant de bord chez nous, je ne vais pas citer son nom, elle est sur 330. Elle est perfecte comme captain. Messieurs, dames, nous arrivons aux fins du live. Je vous souhaite une bonne soirée, surtout pour ceux qui vont se reposer, pour ceux qui sont vont travailler. Il faut qu'ils travaillent, hein. On leur a laissé la place, il faut qu'ils travaillent. Ça va, je ne vais pas vous inonder de photos ce soir. C'est calme. nous arrive à destination. Bonsoir. Allez, bonsoir à tous. Je voulais juste moment of peace, comme les conductrices de voiture. Ah, ça, c'est pas prouvé. Ok, allez. Ciao les amis. Allez, Bonne soirée. bonsoir tout le monde. Merci pour tout. Bonsoir. Et au revoir.